ne pas avoir une vision haute pour aligner ta stratégie de compétences avec ta stratégie de l'offre, je sais pas où on va en fait, je sais même pas comment on peut faire. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club. L'épisode, voilà, je vais te dire honnêtement Delphine, quand j'ai fait celui avec Stéphane Reynaud, je me suis dit, ah là là, j'ai pris une claque, tu vois. Et là, quand on a déjà commencé à discuter, alors que tu viens d'arriver, je me dis, je sens que quelque chose me dit que ça va être un épisode assez particulier. Pourquoi ? Parce que tu connais à la fois extrêmement bien le métier de l'expertise comptable, tu as une vision sur vers où ça veut aller et tu as une... de ce que j'ai vu déjà sur Internet, dès nos premiers échanges, une vision du management, du leadership, des soft skills qu'on pourrait appeler soft skills, même si je veux pas qu'on rentre dedans, mais tu vois ce que je veux dire, de comment en fait on se fait du bien, comment on se porte bien pour se transformer et transformer nos entreprises. Grosso modo, je te grossis un peu le trait, mais voilà un peu ce que j'ai ressenti sur le début de l'échange. Et du coup, je suis ravi de pouvoir t'avoir dans l'épisode aujourd'hui pour qu'on puisse aborder tous ces sujets, parce que il y a plein de transformations aujourd'hui qu'on est en train de vivre dans les cabinets d'expertise comptable, et surtout il y en a plusieurs en même temps. Et pour pouvoir vivre ces multiples transformations, facture électronique, arrivée de l'IA, changement des attentes des collaborateurs, changement des attentes des clients et aussi changement générationnel, tu vois, dans les cabinets et que tu dois voir aussi dans les cabinets membres de l'Alliance Russe. Voilà, j'ai envie qu'on parle un peu de tout ça, comment on fait pour bien vivre, comment on fait pour se transformer, comment on fait pour ne pas rater la vague aussi, ne pas la regarder et ne pas se dire tiens, mais ça va arriver dans 2 ans la facture électronique, donc du coup j'ai du temps et puis en fait non, il n'y a pas que ça. Ça te va comme menu ? Je t'ai fait un peu tout, je t'ai tout donné comme ça. Est-ce que le menu te va du jour ? Le menu, il est super et merci de cet échange. Ravi, j'avais écouté celui de Stéphane que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. Et effectivement, je trouve qu'on a besoin de reposer les sujets parce que tu as dit quelque chose d'important. C'est que ce ne sont pas des vagues séquentielles les unes derrière des autres qui arrivent, mais c'est vraiment des vagues qui se superposent. C'est même pas un jeu de domino, c'est un jeu de Lego qu'il faut recomposer. Et l'organisation, le management des organisations, c'est un sujet qui passionne pas vraiment tout le monde, quoi. Voilà. Non. Et pourtant, c'est un sujet qui pour moi est primordial. Et en fait, non seulement il y a le management des organisations, mais il y a en plus tout ce que tu fais à côté, comment tu gères ton temps, comment tu gères tout, comment tu gères l'alliance. Bref, je suis trop content qu'on passe 1 heure environ ensemble. On va voir tous ces sujets. Installez-vous bien, c'est parti pour ce nouvel épisode. Du coup, juste Delphine, en 2 mots quand même, est-ce que tu peux te présenter et par la même occasion présenter l'Alliance Russe ? Oui. Comme ça passe de le contexte et puis après on part en développement. Alors, je m'appelle Delphine Buisson, j'ai 53 ans, 3 enfants. Je dis ça, c'est important, on va parler des jeunes, donc 28 ans, 26 ans et un ado de 14 ans qui est très intéressé par l'IA. Je dirige l'Alliance Russe depuis 12 ans, je suis dans ma 13e année maintenant. J'ai un passé de DAF et d'auditeur qualité. Voilà, je suis arrivée là un peu par hasard, mais en tout cas c'est mon passé professionnel. Et j'ai une activité à côté de l'Alliance Russe de conférences et d'enseignement en école supérieure, école de commerce, école d'ingé. L'Alliance Russe. Alors, très belle communauté professionnelle, le premier groupement d'indépendants, alors premier par rapport à un chiffre d'affaires, enfin peu importe, c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est ça qui s'appelle Alliance depuis 35 ans. Et Alliance, c'est le bon mot. L'Alliance Russe aujourd'hui, c'est 40 entreprises avec un peu moins de 400 sites en France. C'est un groupement français avec une représentation internationale puisqu'on est membre d'un groupe international qui s'appelle BKR. On pense souvent que ce sont des entreprises de grande taille. Alors les gros, ils sont chez mon copain Stéphane. Ouais. D'ailleurs, on en a qui sont en double appartenance chez lui et chez moi. Et chez Eurus, on a une pluralité d'entreprises. On en a 15 qui sont des 20-40 collabs. On en a 15 qui sont des 50-80. Et on en a 10 qui sont des gros, plusieurs centaines et très gros. Et souvent on me dit mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens ensemble en fait ? C'est quoi leur point commun ? Et effectivement, ils sont très différents. L'Alliance Russe, elle vient poser précisément
ces réflexions sur cette pluralité. Et c'est évident de dire qu'un petit il peut pas faire la même chose qu'un gros, mais qu'un gros ne peut pas faire la même chose qu'un petit. Chacun a ses vertus, chacun a ses démons. Les entreprises, c'est un peu comme nos enfants. On a parlé de nos enfants tout à l'heure. Tu pourrais en avoir 40, ils seraient tous différents. Et en fait, ton job, c'est comment tu les aides à grandir. Le travail de l'Alliance Russe, c'est on a un président qui dit souvent vision et partage. C'est vraiment ce qu'on fait. On a bien sûr tout un pan de travailler sur notre écosystème et de l'intelligence économique, etc. Mais l'intelligence économique au sens large, pas simplement comment on fait pour acheter mieux, moins cher, mais surtout pour s'appairer avec des gens qui ont une vision d'avenir qui correspond à la nôtre ou qui va nous aider à fabriquer la nôtre. Donc il y a ce côté travail de la vision de façon très opérative, en travaillant très proche d'un écosystème qu'on va connaître de façon précise, on va rentrer dans la relation avec les gens. Je parle des éditeurs parce que évidemment c'est un gros morceau de notre écosystème. Et à côté de ça, partage. On va partager toutes les pratiques, les bonnes, les mauvaises. On partage les erreurs. On va beaucoup travailler aussi sur les offres, sur les propositions de valeur. Et puis c'est sur les modèles de gouvernance. On pose peut-être plus de questions qu'on ne donne de réponses. Il y a rien d'automatique chez nous. Les gens sont libres. Et c'est ça peut-être qui surprend, le fait de dire mais vous n'imposez pas un outil ou une vision. Non, nous on vient éclairer, documenter, poser les questions. Quand on pense qu'il y a des sorties de route, on dit mais attention, là on n'y est pas, là on est en retard, là on est en avance. En avance on n'y est pas souvent, mais enfin on est juste à temps à peu près. Et puis après on va un peu plus loin qu'un think tank, on essaye de les accompagner dans les opérations. C'est-à-dire souvent, et peut-être on reviendra sur ce sujet de gouvernance, avoir une vision aujourd'hui, c'est pas très compliqué dans notre métier. Et d'ailleurs, c'est intellectuellement très jouissif d'avoir une vision. Tu dis je verrai bien ça. Tu vois, typiquement la croissance externe, c'est le début de l'opération d'une vision, mais c'est que le début. Et souvent, il y a un désamour de l'opération, de l'opérationnel, du management en fait. Voilà, il y a un vrai désamour dans nos organisations du management et d'ailleurs dans toutes les entreprises. Donc avoir la vision, c'est pas compliqué, mais transformer cette vision en quelque chose de concret et où on va aller vérifier que c'est bien en place, c'est très compliqué. Et nous, on essaye de faire ce lien entre est-ce qu'on se raconte une histoire parce qu'on a signé un contrat par exemple et que on considère que cette technologie elle est en place. Ou est-ce que quand on va voir les équipes et on parle aux équipes, on parle avec les équipes via nos communautés, est-ce que quand on parle avec les équipes, on se rend compte que cette technologie est effectivement bien déployée, bien en place, bien facturée si elle a besoin d'être facturée, enfin voilà. Et c'est cette parole de vérité qu'on essaye de porter les uns avec les autres. Je pense que c'est quelque chose qui est très différenciant dans le travail qu'on fait au sein de l'Alliance Russe. On essaye de ne pas se mentir, de ne pas se raconter d'histoire et d'avoir une vision terrain qui nous permet de comprendre c'est quoi la distance entre la vision rêvée, projetée, et évidemment c'est un travail sur la stratégie, et en même temps le chemin concret pour y arriver et les étapes pour y arriver, etc. Mais du coup, tu as une vision en fait russe, collectif, ouais. Alliance, et après tu discutes en groupe de travail avec tous les, j'imagine c'est quoi, c'est les associés, peut-être les associés qui t'envoient des collaborateurs sur différents groupes de travail. Comment ça se structure pour justement arriver à faire découler, ruisseler cette vision dans les cabinets, dans le terrain pur et dur, quoi. Oui. Alors ça ruisselle, tu vois, naturellement, tu dis ça ruisselle du haut vers le bas, un peu comme du liquide. Eurus, c'est pas exactement comme ça. C'est une matrice. Quand je suis arrivée il y a 12 ans, il y a 2 chantiers que j'ai lancés tout de suite. Un, c'était le chantier du sens, c'est-à-dire on est là pourquoi ensemble en fait. C'est quoi la proposition de valeur de cette alliance-là. Et 2, c'était l'organisation. Et bien sûr qu'il y avait des groupes de travail, il y avait des laboratoires, etc. Ce que j'ai ouvert, c'était le fait de dire on va vraiment travailler sur nos personas. Et donc tes dirigeants associés. T'es associé, c'est un persona, mais associé, nous, ça c'est juridique, on s'en fiche un peu. Par contre, dirigeant, ça c'est un vrai persona. Bon, je mets déjà le doigt sur un truc que tu vois un peu où je veux venir. Mais tu peux être dirigeant et être expert comptable et être commissaire aux comptes. C'est 3 communautés chez Eurus. C'est-à-dire qu'on va aider les gens à prendre leur casquette. Donc tous les métiers ont leur communauté, un forum, voilà, les juristes ont bien sûr leur forum, les experts en droit social, etc. On a aussi créé les communautés support.
Donc on travaille avec un club de DSI, avec un club de la com. Ça fait très longtemps, c'était un des premiers à exister. Le club RH, évidemment, c'est celui qui a été qui a fait le plus gros travail peut-être depuis longtemps. Donc on a ces communautés métiers support qui ont besoin de travailler ensemble. Et puis les communautés d'exploration, c'est les labos. Donc aujourd'hui, allez, on en a eu plein parce qu'on ouvre et on ferme les labos en fonction des sujets qu'il faut explorer, c'est-à-dire des tendances à explorer. Et un labo, c'est des gens qui viennent, qui prennent de leur temps et qui disent on va rencontrer des gens dans la tech, des gens qui nous inspirent, des nouvelles offres, et on va voir si on peut en faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être plein de choses. Ça peut être, j'en sais rien, un accord cadre, ça peut être le design d'une offre, ça peut être un parcours de formation, ça peut être plein de choses différentes. Donc le laboratoire, il a pour vocation d'explorer autour de grands thèmes, en quoi ces thèmes viennent impacter nos entreprises, et nous on les appelle des entreprises chez Eurus, pas des cabinets, et en quoi ça vient impacter leur offre de service pour leurs clients. À chaque fois, on a ce double regard. Donc aujourd'hui, les 3 grands labos, si je le dis simplement, tu as évidemment un gros labo sur la tech qui s'est appelé Outils et Performance, qui s'appelle aujourd'hui Stratégie Digitale, Data, IA. Donc, et là, j'ai plein de communautés dedans. J'ai des responsables solutions métiers, j'ai des tech CSM, j'ai mes DSI qui font partie de cette communauté. Voilà. Donc ça, c'est un gros labo sur la tech, un gros labo sur la durabilité. Depuis 2-3 ans, on a poussé ce sujet-là et on voit que entre ce qui se faisait il y a 3 ans et ce qui se fait aujourd'hui, on est super fiers parce que ils ont beaucoup avancé. C'est pas facile à avancer ces sujets-là. Donc, et là, au mois de juillet, on va relever les compteurs en faisant un challenge durabilité Eurus pour voir un peu où ils en sont chez eux en termes d'offres de services, etc., etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis le 3e labo qui est évidemment fondamental, crucial, largement sous-estimé, c'est le labo RH, quoi. Et le labo qu'on a renommé l'année dernière Stratégie RH. Pourquoi ? Parce que le labo RH, c'était celui qui montait les formations à l'époque quand je suis arrivée. On avait demandé d'ailleurs aux dirigeants en charge des RH s'ils voulaient bosser avec ou à côté des RRH, tu vois, des opérationnels, puisqu'on avait comme ça quelques responsables RH, quelques chargés de recrutement. Ils ont décidé il y a très longtemps de travailler ensemble et aujourd'hui on voit qu'on est à la croisée des chemins, que le sujet a été très opérationnel et c'était bien, et qu'aujourd'hui on a besoin de reprendre de la hauteur sur ces sujets de stratégie RH, stratégie des compétences, la création de l'UmiSchool, on en parlera tout à l'heure. Mais l'idée c'est de dire la techno fera pas tout. De toute façon, la techno c'est quelque chose, mais si on n'a pas les compétences en face qui vont bien, et donc aujourd'hui ne pas imaginer que acquérir ou former ou réformer les compétences, que ce soit de l'intérieur ou par l'acquisition de gens, mais qu'il faut intégrer, ça le fera pas si on n'a pas cette hauteur de vision. Le marché de l'emploi, le marché du travail, moi je vais dire le marché des compétences, puisque c'est ça que j'achète. Si je t'embauche, en fait, je vais acheter tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire, comment tu sais, je vais acheter tes compétences. Et en fait, ne pas avoir une vision haute pour aligner ta stratégie de compétences avec ta stratégie de l'offre, je sais pas où on va, en fait. Je sais même pas comment on peut faire. Et donc, on souffre beaucoup par rapport à ça parce qu'on manque de hauteur de vue sur cette notion RH où on traite du flux un peu à la petite semaine de façon très artisanale. Ça manque beaucoup de hauteur de vue. Combien de fois vous retrouvez, tu vois, entre associés, comment ça marche Alors, dans les communautés, t'as pas que des associés, t'as pas que des dirigeants, en fait. Non, parce que justement, tu parlais de tout à l'heure, il y avait les différents pôles avec tout. Exactement. Bien sûr, Et ça, on a craqué ce truc-là. Nous, on vient pas observer la hiérarchie. Il y a pas on a des égos assez aplatis et une hiérarchie assez aplatie. On se concentre sur les rôles. Donc un laboratoire, il faut qu'on ait les rôles. Un laboratoire, en gros, il se voit 2-3 fois par an en physique, et ensuite on va mettre en place autant d'occurrences qu'il faut pour avancer sur un sujet. Donc il y a des trames, il y a des corps modèles si tu veux, et puis après on est très agile pour dire ok, là on a besoin d'avancer très vite sur ce sujet-là, alors on va faire une sorte on peut faire un hackathon, on aime beaucoup travailler sur les formats chez Eurus. Par exemple pour créer l'école, on a travaillé avec un format hackathon où en 3 itérations on a créé le concept, l'idée des premiers parcours, etc. Donc on va revenir après sur l'école parce que c'est un truc que je trouve vraiment intéressant d'aller creuser. Et donc les labos, c'est des communautés exploration. Voilà, ils donnent de leur temps et on va travailler 2-3 fois dans l'année.
Chaque labo a sa feuille de route, crée sa feuille de route, et chaque communauté, c'est comme ça. En fait, on se voit, des échanges naissent toujours, des questionnements, des partages, évidemment beaucoup de partages, hein, c'est clair. Tu vois, la semaine dernière, j'avais un club de DSI avec comme sujet, comme thème principal l'IA. Donc tu vois, on est en train de recéter tout ce qu'ils sont en train de faire, non pas le blabla, mais nous on aime bien voir ce qui se fait dans la pratique. Encore une fois, un think tank c'est super, mais on n'aime pas travailler que la vision. On aime vraiment regarder qu'est-ce qui se fait en termes de pratique et comment on s'y prend. Et on va autant prendre un retour d'expérience in fine, c'est-à-dire à la fin qu'est-ce qui est produit, que pourquoi vous avez décidé ça et comment vous vous y êtes pris pour arriver à cette réalisation. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et après, les clubs, ils se voient, allez, je vais prendre, je sais pas, le forum des juristes, le forum des experts en droit social. Elles ont leur, je dis elles parce que c'est souvent, il y a pas mal de filles, elles ont leur agenda et elles vont dire, là, on va se voir sur tel sujet. Il y aura toujours des surprises au milieu. Elles organisent leurs rencontres. Elles organisent aussi leur plan de formation. Et ça, c'est assez génial quand tu as un forum qui tourne bien. Nous, on vient en support pour coordonner finalement une action dont elles sont les auteurs ou dont ils sont les auteurs. Et donc, ils vont prendre la main sur leur destin en disant, nous, on a besoin de cette formation. Nous, on a besoin de travailler un sujet qui revient tout le temps. C'est comment on fait pour travailler sur cette offre. Donc là, Eurus prend la main parce que et demain l'école probablement, mais on sait les faire travailler sur le design d'une offre, sur le pricing, sur la distribution, etc. Et bon, finalement, on est assez fort à repérer les besoins et à créer des offres de services, mais à les distribuer. Je dis souvent, ils ont tellement de trucs sur les rayons. Mais les parcours sont tellement pas travaillés, les parcours clients, que ça prend la poussière, quoi. Voilà. Mais tu vois, justement, il y a la réalité du métier qui fait que là, on enregistre en pleine période fiscale. Ouais. Et on parle de choses qui sont fondamentales. C'est-à-dire que si tu penses pas tes offres aujourd'hui, si tu penses pas comment les distribuer, ni comment les produire demain, il va y avoir un sujet avec la montée de l'IA, avec la montée de la facture électronique. Et comment vous faites pour que ça bouge? Est-ce que ça bouge pendant la période fiscale? Est-ce que, alors tu me diras, ça va dépendre des clubs. J'enlève le club RH, j'enlève le club, mais t'arrives à faire évoluer même pendant la période fiscale pour être sûr que ça s'arrête pas maintenant, tu vois, pendant 6 mois, que ça sort de la période fiscale, c'est fatigué, on est fatigué, on lance pas les trucs, puis ça laisse septembre, décembre pour faire bouger. Comment tu fais pour faire avancer les cabinets? On dit quoi, membres de l'alliance? Ouais, on les appelle des membres. Ouais, moi je les appelle mes clients parce que j'ai une génétique client. Je trouve que client c'est un très beau mot en fait, être au service de ses clients, c'est super. Donc ce sont nos clients, mais voilà, d'un point de vue juridique, comme on a un GIE, ce sont nos membres, voilà. Mais du coup, comment tu fais pour les faire avancer? C'est quoi ton secret? C'est quoi le secret de l'alliance, s'il y en a un, tu vois, mais pour arriver à lutter d'une certaine manière contre cet immobilisme de la période fiscale? Ouais, alors tu vois, tu dis un mot, lutte, chez nous on le prend jamais comme ça, c'est-à-dire, et t'as raison de dire que on a cette capacité, et d'où elle vient, je vais raconter un peu l'histoire, mais on a cette capacité à mobiliser les gens. Les gens ont envie de venir travailler. D'abord parce qu'ils savent qu'on est toujours très respectueux de leur temps, que quand tu viens dans une communauté, tu vas pas perdre ton temps, c'est précis, on sait exactement qui doit venir, pour quelles raisons, pourquoi ils sont convoqués, et puis après, donc il y a cette précision qui est du respect, on les aide à travailler. L'Alliance Eurus aide à structurer le travail qui doit être fait. Donc ça part du début. Des fois, on sonne les cloches, on dit attention, on s'est arrêté, il faut qu'on poursuive. On n'est plus en avance là, on prend du retard. Donc c'est très. Après, c'est pas 100%. Enfin, ce sont nos clients, c'est eux qui nous payent. Donc tu vois, ils payent une équipe pour créer de la contrainte, pour être sûr de pas. Tu vois, mais comme toi, quand tu vas faire ton entraînement de course, si tu te crées pas de la contrainte, c'est plus compliqué. Et s'auto-créer de la contrainte, il faut être hyper discipliné. Donc en fait, on vient les chercher pour les pousser à travailler sur des sujets dans un ordre de priorité, parce qu'à un moment donné, tu as une actualité qui fait que là, on n'y est pas, il faut y aller. Voilà. Donc tu as des sujets où là vous pourriez y aller, avez-vous envie d'y aller? Je te raconte l'histoire de la durabilité. Allez, c'est un sujet qu'on traite depuis très longtemps, mais on a mis un coup d'accélérateur en 2022 et premier labo, ouverture d'un labo officiel et tout ça, j'avais que des RH, que des gens de la com au labo. Et là, sur le labo durabilité, COMEX suivant, dans le comité de direction, je dis temps mort, ça va pas du tout. On n'a pas les bons interlocuteurs, le sujet n'est pas traité au niveau où il doit être traité. Attention, on a besoin de la RH et de la com, mais le sujet n'est pas appréhendé en première intention au bon niveau.
Et donc ça, on est capable de faire bouger les choses là-dessus, tu vois, de dire non, ça va pas, on traite pas le sujet. Après, tu veux venir, tu veux pas venir, on peut pas. Et puis au bout d'un moment, on prend le téléphone, on dit il faut que tu viennes. En début d'année, par exemple, on a lancé le challenge durabilité. On savait qu'il y avait des gens qui voulaient travailler sur ces offres-là. Ils savaient pas comment faire. On a monté des parcours, des formations, etc. Et c'était pas rempli. Donc réunion générale, c'est pas rempli. On a monté ça pour vous. Pourquoi vous y êtes pas? Qui vient? Et là, on fait comme au marché, quoi. Je veux dire, on va les chercher. On va les chercher en disant, toi, c'est pas normal que tu sois pas là. Toi, c'est pas normal que tu sois pas là. Pareil sur l'école. Hein. Tu dis, mais toi, c'est pas normal que ton gars, il vienne pas faire ce parcours de formation. Et en fait, pour faire ça, il faut qu'ils aient confiance, en fait. Et donc, la culture de l'Alliance, c'est d'abord une grande confiance. C'est-à-dire, si on se fait pas confiance dans le fait que cette équipe qu'ils mettent en place et que j'ai l'honneur de diriger, on n'est pas très soigneux, très précis, sur le fait qu'on est complètement à leur service, mais que ça peut pas se passer sans eux. Je vais reprendre la métaphore, c'est comme avec ton gamin, tu peux pas l'éduquer s'il est pas partie prenante de son éducation. Hein. C'est comme dans le management, tu peux pas manager quelqu'un si la personne en face, elle a pas conscience qu'elle est partie prenante dans cette relation. Et ben là, on est sur une qualité de relation qui fait dire, nous, on fait le maximum pour vous aider à avancer sur ces sujets. Depuis on sonne la cloche en disant, attention, là, il se passe un truc. Donc, on l'a fait pour l'IA, on l'a fait pour la durabilité, on l'a fait pour la tech, on le fait pour la facture électronique. Enfin, voilà, tous les sujets. Dire, attention, il y a un truc qui se passe. Comment allons-nous traiter le sujet? Souvent aussi, et c'est super, ils sont géniaux. C'est eux qui nous remontent aussi les sujets, tu vois. Les sujets, ils poussent, ils disent, oh là là, comment je fais pour traiter ce truc-là? Donc, ils ont aussi compris qu'on était un centre de ressources. Et donc, les informations, tu vois, c'est pour ça que je reviens sur cette notion de ruissellement. En fait, c'est pas que ça ruisselle, c'est que les idées et les demandes, elles viennent de partout. Ça circule complètement. On a des collaborateurs qui nous appellent, on a des managers qui nous appellent. C'est-à-dire que nous, on n'est pas qu'au service des patrons. On a une vision qui est complètement démocratique et participative. Et tu vois, la Convention citoyenne, c'est chez nous. Alors, ça prend du temps, mais c'est plus riche. C'est plus riche parce qu'on a un langage de vérité. On sait ce qui fonctionne pas, pourquoi. On n'est pas dans une tour d'ivoire en se disant les dirigeants ils savent et les autres veulent pas faire. Donc c'est ça notre capacité qu'on a à mobiliser les gens, c'est être en audit permanent sur ce qui se passe sur le terrain, entreprise par entreprise. D'ailleurs, on a une vision parce qu'ils sont tous différents. Donc t'en as un, il est plus avancé là-dessus, l'autre il est plus avancé. Et finalement, à eux tous, on arrive ils font des trucs qui sont incroyables, quoi. Moi, depuis 12 ans que je les vois, ils ont énormément progressé, évolué. Et ils sont souvent demandeurs pour nous faire démarrer quelque chose, ou bien, ça fait partie de mon job et du job de mon équipe, d'aller capter les tendances à l'extérieur, et on va bien au-delà de la profession, bien sûr, pour dire attention, il se passe un truc là-bas, ça va impacter nos métiers, en quoi ça peut les impacter, qui il faut qu'on rencontre, etc. Et donc souvent, on plante les graines à notre convention des dirigeants. Tu vois, on a quelques grands événements qui viennent planter les graines. Convention des dirigeants une fois par an, c'est une convention prospective. Donc là, on part un peu loin. Souvent, on a des gens qui viennent d'autres mondes. Et on est un peu loin d'ailleurs. Des fois, ils disent tu nous fous la trouille, quoi. On sait pas trop. C'est trop, ouais. Mais en même temps, ça fait partie du métier. Si un dirigeant, il construit pas sa vision, et l'autre truc qu'on fait aussi, c'est qu'on les oblige à venir en équipe. Aux conventions. Ouais. En fait, on leur dit, si tu viens tout seul, viens pas. Ça va s'arrêter, tu vas écouter. Tu vas venir, et puis ça va faire comme mes copains d'Espace Innovation. Ils vont rentrer, et puis ils vont dire, oh là, tu nous saoules avec tes trucs. Nous, on est en train de bosser. Toi, t'as été t'amuser, etc. Donc, on leur dit, non, vous venez en équipe, et en fait, vous venez travailler sur votre copie, et vous allez entendre la même chose, et vous allez bosser en équipe là-dessus. Donc, très important aussi de dire qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Et après, ce qui est beau, c'est que chacun va repartir, chaque équipe repart, et ça va prendre des formes différentes dans leur projet au sein de leur propre entreprise. Voilà. Mais ça, tu vas pouvoir le suivre justement avec ce que tu disais. Et ça, on le suit. Et puis de toute façon, comme après on fait des retours d'expérience, c'est la boucle qui est bouclée. C'est-à-dire, tu sèmes des graines. Après, t'accompagnes autant que tu peux par des programmes de formation, par des groupes de travail, par des nouveaux accords, en ciblant
parfaitement les populations, les personas qui sont concernés par les sujets. Et puis une fois, après tu lâches le truc, quoi. Comme tu lâches le truc et tu suis l'évolution. Et après tu viens récupérer, ça fait des semences, ça fait des boutures, et puis après ça fait des jardins. Puis après tu dis regardez ce qu'ils ont fait eux. Voilà, si ça vous plaît. Puis après il y a plein de choses qui peuvent se passer. Si vous n'avez pas le temps de développer ça, vous pouvez bosser avec eux. Ça, c'est la marketplace qu'on a ouvert il y a 1 an et demi à peu près. Pour que les cabinets travaillent bien sûr, ensemble. Oui, parce qu'ils peuvent pas tous faire tout. C'est impossible. C'est impossible. Donc, soit je décide de dire, tiens, si j'ai besoin de ça, je peux travailler avec lui. Ou alors, ça, j'ai envie de le développer chez moi. Je vais prendre de l'info. Et donc, il y a aussi toutes ces... Je dis souvent, c'est un hub russe. C'est à la fois une école, un think tank bien sûr, un véhicule de transformation parce qu'on met beaucoup d'outils à disposition pour opérer les transformations, et tout ce partage finalement qui est intangible, quoi. Qui est intangible ou très tangible, aller dans les bonnes pratiques que j'adore. Donc toutes les demandes qu'on a, tu connais pas quelqu'un qui a fait quoi, machin. Enfin ça c'est tout le temps. Je veux dire, on n'arrête pas de mettre en relation des gens. Une super bonne pratique que j'ai adorée l'année dernière, deux entreprises de chez nous qui s'entendent bien parce que on fait quoi pendant les conventions? Alors évidemment on bosse. J'allais te demander déjà c'était quoi le thème de l'an dernier, tu vois, c'était quoi, si c'était de la prospective, c'est quoi Alors aujourd'hui les thèmes c'est exactement comme ton introduction, c'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, allez, grosso modo, je le fais en caricature, t'avais une année c'était plutôt client offre, une année c'était plutôt management RH. Aujourd'hui, de toute façon, les sujets, ils sont tellement reliés que c'est plus possible. Donc, on leur fait un voyage, on passe toujours par la tech, on passe toujours par le management, par la gouvernance et par la durabilité, qui est un sujet qu'on travaille quand même depuis plusieurs années de façon profonde. Voilà. Pour sortir de, c'est un truc uniquement réglementaire, un peu comme la tech, tu vois, il y a une époque où on se disait, elle était d'abord complètement chez nos éditeurs, jusqu'à ce qu'elle sorte et que le monde de la tech se fragmente totalement et qu'on se dise finalement c'est plus seulement mon éditeur qui est mon DSI, je vais devoir m'en occuper. Qu'on se dise c'est une tendance lourde, le numérique, etc., et que c'est des vagues qui s'empilent, le numérique, le cloud, la data, l'IA, enfin bon bref. Je peux pas ne pas m'intéresser à la technologie en tant que dirigeant. C'est pas une histoire de goût, voilà. Et la durabilité, c'est une autre vague. On dit, je ne peux pas ne pas m'intéresser de près ou de loin à ça. C'est une vague, elle est là et elle va durer de toute façon. Et alors, il y a tellement de sujets, ça va être terrible. J'aimerais juste revenir 2 secondes sur la durabilité parce que moi, j'ai accompagné un expert comptable, tu vois, spécialisé sur tous les sujets RSE, etc. Et pour autant, quand je discute avec les autres cabinets, j'ai un peu le sentiment que en ce moment, compte tenu des peut-être quelques difficultés économiques, que ce sujet que rencontrent leurs clients, que ce sujet de la durabilité a pris un petit coup d'arrêt. En réalité, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plein de bonnes intentions, tu vois, tu vas avoir des outils qui sont en train d'arriver pour avoir, et en même temps, je me dis, waouh, mais le retour terrain, c'est que l'entrepreneur, tu lui parles de durabilité, il est plus en train de se poser la question de comment il fait survivre sa boîte, comment il gère sa trésor, comment il réduit les délais de paiement, etc., quoi. Toi, sur le retour des membres de l'Alliance, c'est quoi? Ça s'active quand même? Alors, on a une vision par rapport à ça qui est la nôtre, hein, mais, aujourd'hui, quand on a beaucoup confondu la durabilité avec l'environnement déjà, pour commencer. Et la démarche qu'on propose nous chez Eurus, c'est de dire la durabilité, c'est une démarche d'innovation. C'est une démarche globale d'innovation. Le fait de s'interroger sur son modèle d'affaires, compte tenu des vagues, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient environnementales. C'est ça la durabilité en fait. La durabilité, c'est de dire ton modèle d'affaires. Tu vois, ce matin j'écoutais un podcast sur l'IA, etc. La bonne question à se poser aujourd'hui, c'est nous sommes, et ça c'est, allez, je vais dire ma vision de cette profession-là. Nous sommes des usines à produire de la donnée financière et extra-financière. On le fait déjà, on produit de la donnée sociale, c'est déjà de l'extra-financière, et plus, on en a besoin de plus, fiable, exhaustive, conforme. Sécurisé à destination de deux clients, 2 grands clients. Je vais résumer en disant Bercy d'un côté et l'entrepreneur de l'autre côté. L'entrepreneur et ses parties prenantes. Bercy étant une partie prenante un peu singulière. Bercy au sens large, hein. L'État, on va dire ça comme ça.
Donc des usines à produire de la donnée, à produire de l'information. Dit autrement, nos entreprises d'expertise comptable, d'audit, de conseil, ce sont des médias. Ils sont des médias. Ouais, ils sont au milieu, quoi. Ouais. D'accord. Et parce que tu es un média, tu poses ensuite du conseil dessus. Donc déjà, tu as cette vision de dire usine à produire de la donnée. On pourra revenir sur qui s'intéresse à la production de data et est-ce qu'on s'y intéresse correctement. Et du coup, tu as 2 types de marchés. En gros, tu as un marché qui existe et c'est le marché de la conformité. Et tu vois bien qu'au niveau de la tech, ça se divise en 2. Tu as le marché de la conformité d'un côté et puis tu as un peu le fameux marché du conseil de l'autre. Qu'est-ce qui réunit les deux ? C'est nos offres de services, en fait. Le fait de dire est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre. Et les éditeurs, c'est intéressant parce qu'ils ont des visions différentes d'ailleurs sur cette approche. Et moi, en tant que dirigeant d'une entreprise expertise comptable, la question que je me pose, c'est comment mes offres de services, elles viennent proposer une valeur, que ce soit sur un marché ou sur l'autre, et peut-être même via un parcours client chaîné, à la fois sur la conformité et en même temps sur le conseil. Ça, c'est la vision que nous, on défend chez Eurus, de dire si on ne produit pas nous-mêmes nos données et qu'on n'aide pas nos clients à produire cette donnée-là pour leurs bénéfices et pour le bénéfice réglementaire, bien sûr, alors on va jamais s'en sortir, quoi. Donc, c'est les deux qu'on propose. Et dans ces offres de services, ne pas intégrer cette dimension de aider nos clients à revisiter leur modèle d'affaires, à poser les investissements aujourd'hui qu'il faut effectuer, à rester câblé sur l'action et non pas à être très cristallisé sur une forme de sédentarité qui paralyse tout le monde. Et ben personne va s'en sortir en fait. Donc la durabilité, c'est pas juste qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme, même si aujourd'hui de base, et évidemment qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu consommes, ne serait-ce que pour tes coûts. Qu'on se pose encore la question de dire faut-il revisiter nos modèles pour les appréhender d'une façon durable, tu te demandes même comment c'est possible. Après, la façon dont ça a été appréhendé en France particulièrement, avec, tu passes de rien, de 0 indicateur à 1300 indicateurs d'un coup, donc des missions qui ne sont abordables que par des très grosses équipes. Et en vrai, la question qu'on se pose, c'est tu dis, mais quand t'es entrepreneur, quand il faut mettre 40 000, 70 000 balles dans un rapport, alors que tu préférais en mettre quand même la moitié dans des actions, c'est là où ça va pas. C'est là où il y a un sujet à revoir. Mais que la tendance soit là, qu'elle existe, qu'il faille y aller, je sais même pas comment on fait pour se poser encore la question. Ouais. Mais t'arrives à les faire bouger, tu vois, c'est ça le truc. Alors, ce qui a aidé à les faire bouger, c'est les premiers. C'est toujours, on a la chance d'avoir des pionniers qui y vont en fait. Et c'est ça la force de cette communauté, c'est de dire, il y a les pionniers qui y vont. Et c'est pas facile d'être pionnier parce que t'acceptes de pas gagner des sous pendant un moment, pour dire les choses simplement. Parce que t'as besoin, d'abord tu patouilles au début, tu sais pas trop comment. Enfin, on a chez nous l'entreprise qui avait racheté le cabinet de notre ami Feu Hervé Guébeau sur la comptabilité durable. Donc un de nos membres avait racheté ce cabinet-là. Donc ils sont pionniers sur le conseil en durabilité vu d'une certaine façon, avec une comptabilité triple capital, une offre positionnée plutôt sur les grosses boîtes, les grosses structures. Un très beau travail qu'ils font, ça fait des années qu'ils attendent avant de gagner des sous. Donc, il y a aussi comment on se prépare en tant que... Et c'est une question qu'on se pose en tant que dirigeant, à nouveau. Comment je me prépare à accompagner mes clients ? Et sur ces sujets-là, il y a quand même un grand écart sur la connaissance à acquérir, sur de quoi ça parle. Parce que finalement, autant du conseil en gestion, ça pourrait sembler naturel, autant du conseil en expansion, tu vois, et en expansion pérenne, c'est autre chose. C'est d'autres compétences. Expert comptable, je sais plus exactement ce que ça veut dire. Moi, j'en connais, je sais pas, peut-être 500, 600. Ça prend des formes bien différentes. Donc, et tu vois, on est à ce moment de l'histoire qui est assez fascinant, assez passionnant, où chacun, finalement, et je reviens sur cette communauté des dirigeants, doit se poser la question de dire, moi, ce métier, je l'exerce. Pourquoi, comment, et c'est quoi qui me plaît, et où est-ce que je suis bon pour pouvoir accompagner mes clients, qui sont des entreprises. Et collectivement, puisque souvent ce sont des gouvernances collégiales, avantages, inconvénients, comme à toute chose, qu'avons-nous décidé de proposer à nos clients demain, après-demain, et à nos clients entrepreneurs, et à nos clients dedans, nos collaborateurs, finalement, parce que tu leur proposes un contrat de vie au travail qui est lié avec ton offre de service, en fait. Voilà, on est là pourquoi ?
Donc cette notion de sens, elle est vraiment reposée aujourd'hui. Et puis après, ça t'appartient de la mettre en cohérence avec tes actions. Voilà. Et il suffit pas, effectivement, malheureusement, on le voit bien, de faire ou de la croissance externe ou de signer avec un éditeur pour que ces sujets se posent. Donc tu dis comment on fait pour les embarquer? Voilà, aussitôt que tu as 2-3 pionniers, déjà t'as la locomotive qui se met en marche et eux, ils vont prendre de l'avance par expérience, même quand ils se vautrent d'ailleurs, ou quand ils échouent, ou quand ils y arrivent pas, ils prennent de l'avance et derrière on peut les aider. Donc on aide les pionniers et puis on va partager, on va aider les suivants et on va aider les suivants. Puis au bout d'un moment, celui qui veut pas, il veut pas. Enfin, je veux dire, ils sont adultes et ils choisissent. Oui, ça reste des indépendants, c'est leurs entreprises. Exactement. S'il veut pas, quoi. Et ça, c'est un truc incroyable de dire ce que peuvent faire des indépendants ensemble dans une alliance comme la nôtre, c'est fou parce que avant d'y être, tu imagines pas quoi. Comment c'est structurant, tout en restant libre, mais comment c'est structurant justement pour faire avancer ton travail de transformation, de transition, des offres de services, de tes compétences, de tes technologies. Mais il t'appartient, en tant que dirigeant, de choisir, de décider. Et il y a plein de non-dits, il y a plein de décisions qui ne sont pas prises, il y a plein de non-dits. On a beaucoup en ce moment de clarification, je trouve, sur les équipes de direction. Alors ça explose un peu, comme dans les vies privées. T'as des divorces, t'as des rapprochements, et c'est très intéressant de voir aujourd'hui ce qui se passe. C'est absolument nécessaire qu'il y ait de la clarification sur cette entreprise que nous dirigeons collectivement. Est-ce que l'équipe de direction est cohérente et d'accord sur le projet, et ensuite comment on y va, quoi. Mais là, tu parles dans les cabinets. Bien sûr, oui. La base, c'est que la direction soit OK sur le projet. Donc il faut qu'il y ait un projet, une vision partagée, et le projet, c'est la déclinaison opérationnelle de la vision, et puis après, derrière, tu peux bosser. On fait une pause dans cet épisode pour parler de développement de cabinet. Vous connaissez Booster Digital? C'est l'agence experte qui accompagne les dirigeants experts comptables dans la croissance de leurs entreprises, et déjà depuis plus de 6 ans. Stratégie de cabinet, pricing, création de l'identité visuelle, création du site web, animation des réseaux sociaux et développement commercial, on le fait et on le fait bien. Déjà plus de 45 cabinets satisfaits. Alors, pour découvrir comment on peut booster votre entreprise, c'est simple. Envoyez-moi un message sur LinkedIn avec la mention Accounting Business Club ou simplement IBC. Je vous offre une consultation stratégique de 30 minutes. Et tout de suite, revenons à notre épisode. Et j'allais te demander, tu vois, ça fait 12 ans que du coup, tu es dans l'Alliance russe, que tu diriges l'Alliance russe. Là, tu soulèves un point qui est en train de se transformer. Est-ce que tu as vu quelles sont les grosses transformations et qu'est-ce que tu vois comme tendance dans le marché et dans les cabinets membres de l'Alliance, mais ceux qui représentent, parce que c'est assez représentatif quand même du tissu des cabinets en France, quoi. C'est quoi ton feeling? Tu parles au niveau de la direction ou au niveau des... Au niveau de la direction, des projets, tu vois, c'est parce que la montée en puissance de l'IA, la facture électronique qui arrive, tu vois, ça oblige des transformations qu'on n'a pas connues dans la profession pour y être depuis 13 ans, qu'on n'a pas connues dans la profession depuis 13 ans. Tu vois, c'est tellement structurant que tu es obligé de mettre sur la table des discussions en réalité, ai-je un projet? Ai-je une vision? Si oui, laquelle? Quelle est la direction du cabinet que je veux prendre? Au final, si c'est une direction collégiale, qui veut faire quoi? Quelles sont les tranches d'âge? Qui dans les équipes? Tu vois, il y a plein de sujets. Et que quand je discute, soit avec les invités du podcast, soit en dehors, tu vois, on n'a pas vu tout ça. Toi, c'est quoi ton feeling sur les cabinets membres, mais aussi dans ce que tu peux voir dans la profession? Alors, il y a les sujets qui, je trouve, ne sont pas appréhendés au niveau... avec le sérieux, pas forcément au niveau, qui sont pas appréhendés avec le sérieux qui devrait l'être, c'est quand même le sujet de la production. Je suis basique, mais il y a un sujet autour de la production. On fait comme si ça tournait... que ça tournait bien, quoi. En fait, on a ça c'est un premier sujet. Et le deuxième, c'est le sujet des offres de services. Allez, je vais même pas parler de sens, qui sommes-nous, allons-nous, restons simples, à quoi servons-nous, je vais rester simple. Donc tu vois, t'as l'alpha et l'oméga. D'un côté, t'as les offres de services qui sont souvent, on me dit, Delphine, tu veux pas monter une école de vente? Je dis, ok. Allons-y, très bien, pas de souci. Alors, vente au sens large, c'est-à-dire market de l'offre et distribution, tu vois. Je dis, où sont les offres? Qui, que, comment, dans le parcours client, quoi? En fait, j'ai juste pas de réponse très souvent à ça. Donc, et pourquoi? Parce que tu as un sujet de production qui est pas résolu. Je reviens sur la production.
Qui est le premier problème selon toi aujourd'hui. Qui est le premier sujet aujourd'hui, et que la technologie ne résout pas tout seul. Il y a plein de sujets sur la production. D'abord, tu es dans des usines à produire de la data sans directeur de production. Il y a plein d'entreprises où tu n'as pas un responsable de production, un directeur technique. Tu as un directeur de la réglementation, tu as un directeur parfois de la qualité au niveau des process, mais t'as pas la personne qui vient regarder comment, à l'aune des nouvelles technologies, tu peux travailler sur la productivité, mais de façon pas juste Polo qui est plus malin que les autres, mais que Polo plus malin que les autres parce que d'ailleurs il est pas forcément plus jeune, c'est pas une histoire d'âge, mais parce que il sait aller plus vite, etc. Enfin, c'est pas déployé en fait. Donc l'harmonisation de la production dans les entreprises expertise comptable, je crois pouvoir dire que c'est vrai chez les bigs, c'est vrai chez les petits, c'est vrai. Enfin, à la limite, chez un petit, t'as plus une vision globale puisque t'es plus petit, donc tu vois bien ce que tu sors et voilà. Chez les gros, souvent, c'est englué. Donc t'as un vrai sujet sur est-ce qu'on sait produire au mieux. À la fois le mieux pour le client, l'organisation du client, dans l'efficience, je vais le dire comme ça, en maintenant un niveau de qualité et de conformité. Pour moi, c'est un sujet hyper sous-estimé. Pour une raison simple, c'est que les patrons d'expertise comptable qui produisent ou qui produisent plus, souvent ils aiment pas mettre la main dedans, quoi. Donc le fait de pas mettre la main dedans fait que tous les points que tu viens de dire juste avant, en fait, tu les mets sous le tapis, quoi. Tu peux pas comprendre. Ouais. En fait, tu peux pas comprendre. En ne comprenant pas exactement c'est quoi le geste métier pour produire aujourd'hui un dossier, quoi. Et du coup, tu peux pas redispatcher les rôles. Ce qu'on est en train d'essayer de faire avec l'Umischool, en fait, de dire, OK, qui doit faire quoi au niveau de la production et au niveau du service, en fait. Comment on produit quoi? Typiquement, le Tech CSM, Technical Customer Success Manager, lui, c'est celui qui va préparer le dossier. Il va travailler le onboard client d'un point de vue, il va s'occuper de la tuyauterie. Comment on va faire pour récupérer des flux de données? Qu'est-ce qu'on va installer chez le client pour que ça se passe bien de son côté, que ça se passe bien du nôtre et qu'on se prépare à vivre notre meilleure vie. Si le préparateur de dossier, il a bien fait son job, le préparateur de données, le fameux data controller, il va pouvoir à nouveau bosser aussi, mais pas à l'ancienne. Aujourd'hui, voilà, les collaborateurs comptables, encore une fois, ils sont formés par le manager ou par pas. Et du coup, celui qui se retrouve après, le superviseur fiscal, il se retrouve à faire le boulot des autres parce qu'il a un dossier qui est de moins en moins propre. Enfin bref, tout le monde souffre, quoi. Donc, on est obligé de revisiter les métiers à l'aune des nouvelles technos et on ne peut plus, comme ça a été le cas à une époque, tu disais, voilà, mon éditeur, c'est lui, avec lui, on produit comme ça et c'est tout. Mais aujourd'hui, ça marche plus comme ça. D'abord, tu as des gens qui sont multi-éditeurs. Les propositions des éditeurs dans la façon de produire sont très différentes. Et le choix même d'un produit technologique, il est fait d'une façon un peu singulière. Moi, je suis assez surprise de voir comment on teste les solutions technologiques, en fait. Dit autrement, si je devais tester des produits, je pense que pareil, je prendrais un format hackathon, je prendrais quelques dossiers clients qui seraient choisis pour leur diversité, une équipe peut-être composée d'un tech CSM, un data controller, un superviseur fiscal, et je dirais allez voilà, je donne tant d'heures et on va voir comment avec cette solution on fonctionne. Puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Je ferai la fameuse battle là que Jonathan il a fait d'un point de vue, essayer de comprendre en fait ce qu'il y avait dans la tête de nos amis Arthur et Régis. Mais je ferai la même chose sur un plan technique en fait, parce que c'est la seule solution que tu as de véritablement confronter les gens à la réalité du métier, à la réalité du geste. Donc en fait, mettre vraiment les éditeurs, en tout cas en test les éditeurs d'un point de vue technique, les uns en face des autres, et donc prendre le temps. Mais ce que ça sous-entend en fait, c'est que ça demande beaucoup de temps et d'investissement en réalité. Oui. Mais le temps que tu ne passes pas, que tu n'as pas investi là-dedans, tu le perds. Ah non, mais alors là, tu prêches un convaincu, mais je veux juste rebondir. De toute façon, ça te fait revenir à une approche par les coûts. Aujourd'hui, alors chez Eurus, ça fait partie aussi de quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas une ligne. Allez, je vais dire, en dehors du produit social qui a quand même créé un avant, un après, et on peut dire tout ce qu'on veut sur ce produit-là, mais il a créé une vraie révolution dans le geste métier d'un gestionnaire de paye. Mais sur la compta, c'est beaucoup plus éparpillé. Donc en fait, si tu fais pas ça, tu finis finalement par avoir une approche par les coûts. Mais une approche par les coûts, ça veut rien dire. Une approche par les coûts, ça veut dire, dit autrement, si pour produire un bulletin de paye ou pour produire une compta, ça me coûte tant,
mais que derrière mon temps homme ou mon geste ou ma satisfaction client, elle me coûte 3 fois plus. Enfin, tu vois, sur quelle base on va choisir de s'allier avec un ou plusieurs éditeurs? Et aujourd'hui, on est vraiment rendu à ce moment pour produire de la data. Il faut s'allier avec des technologies. Donc ça veut dire que le choix de tes partenaires, et je pèse mes mots, le choix de tes partenaires, il doit être fait d'une façon très éclairée, très éclairée. L'approche par les coûts ne peut pas suffire, l'approche par la belle compagnie ne peut pas suffire. On a la chance d'avoir des personnalités qui sont hyper intéressantes, même hyper attachantes, et d'avoir quand même beaucoup d'énergie, de vision, tout ça. Bien garder le lien avec les gens qui produisent cette vision. C'est là que l'entrée tout ce qu'on appelle la financiarisation de cette profession, que ce soit via les éditeurs ou via nos entreprises directement, elle vient poser question aussi, parce que de toute façon, on aura besoin de comprendre ce que ces gens-là viennent chercher. Qui dirige vraiment et vers où on va, quoi. Enfin, voilà. Ouais, et en plus, je voulais ouvrir cette porte de la financiarisation parce que tu es sur des cabinets qui sont de taille à se concentrer. Oui, il y a un gros mouvement qui est reparti là de concentration. Il y a un gros mouvement qui est en train de repartir. Mais avant d'ouvrir cette page, j'aimerais qu'on revienne dessus parce que c'est super important ce que tu viens de dire, et donc je vais être lourd et je vais insister. Mais donc, de ta vision, c'est vraiment de dire que dans cette phase de transformation qu'on vit là, il faut prendre le temps d'investir du temps. Oui. Et pour toutes les équipes qui nous écoutent, de dire ok, je prends le même dossier, je le mets sur 2-3 outils que j'ai présélectionnés, je les différencie d'un point de vue technique. Je vais comprendre la technicité pour comprendre où ça va, quoi. Technique, geste métier. La beauté d'un produit comme Silae à l'époque, c'était, je me souviens très bien, c'était de dire, on le fait tester. Il dit non, moi je veux pas voir les associés. Vos équipes le testent. Si ça leur plaît, on parle contrat. Ça veut dire que le gars avait une telle assurance dans le fait que l'adoption par les équipes allait être juste. Et alors l'adoption par les équipes, et que derrière, les bulletins qu'on faisait avant étaient peut-être pas si justes que ça, etc., etc. Donc, je crois qu'on sous-estime le métier. On sous-estime le métier de production. On revient à l'essentiel, quoi, en fait. Back to basics. On nettoie l'essentiel et après on va après. Si t'as pas cette base, de toute façon, tu pleures tout le temps. Parce que le fameux temps, autre bêtise qu'on dit. Alors d'abord, on dit, la compta, ça vaut rien. Écoute, ok, mais il va bien quand même falloir le faire. Il y aura à minima des coûts technologiques, à minima des coûts d'organisation. Enfin bon, bref, je comprends pas qu'on puisse encore dire ça. Et puis après, comme ils auront plus rien à faire, ils vont faire du conseil. Là aussi, faut arrêter. Il y aura pas de miracle. D'abord, ce sont pas. Et là aussi, plus on travaille sur les profils métiers chez Lumischool, plus on voit bien que c'est pas les mêmes profils. Et puis tu t'improvises pas conseil. Et puis conseil, ça veut dire quoi? Conseil en quoi? Mais tu vois, la compta, là pour le coup, j'ai le sentiment, plus qu'un sentiment, c'est des retours terrain, mais que ça devient une commodité. Ça s'est commoditisé. Même dans la tête des entrepreneurs, quoi. C'est-à-dire que j'ai un petit frère, j'adore le citer, mais pour lui, ça a été une commodité. Pourtant, c'est pas faute de lui avoir parlé de compta à tout va. Quand je faisais des rendez-vous prospects à l'époque avec des entreprises, j'ai l'impression, non mais tu vas prendre X outils, on va pas en citer. C'est pas toi qui le fais, c'est direct. Je te parle même pas de dans 2 ans quand l'IA sera vraiment généralisée, introduit dans les outils. Alors là, absolument. Alors c'est pas toutes les grosses entreprises, attention, on va pas dire non, toutes les entreprises comme ça, et puis c'est pas pour tout le monde non plus, ça demande une nécessité, mais ça monte tellement que ça va devenir quand même, tu vois, dans l'esprit général, entre ce que les cabinets en ligne, ce que les offres low cost, plutôt que d'aller attaquer les cabinets en ligne. Mais c'est ça la question, est-ce qu'une commodité n'a pas de coût? Une commodité a un coût, mais si la valeur que ça a derrière dans l'esprit de la personne qui paye se dit non mais la compta c'est 49 € par mois, c'est 29 € par mois, ou peut-être demain la compta c'est gratuite. Ça c'est la responsabilité à qui? Si cette profession arrêtait de dire que ce qu'elle fait et qui constitue encore entre 60 et parfois 80% de son chiffre d'affaires ne vaut rien, c'est-à-dire si on arrêtait, je suis pas expert comptable, je suis pas, mais tu vois, je me dis mais pourquoi ces gens-là s'auto-flagellent comme ça? Est-ce qu'on peut pas revenir à quoi ça sert une compta, à quoi ça sert la gestion, et est-ce qu'on n'a pas les moyens de redonner de la valeur à ça? Je prends la vision qu'on travaille chez Lumischool, qui est très proche des métiers et des missions, puisqu'à chaque parcours on dit c'est quoi la valeur, auprès de qui on va la délivrer, puis après on travaille sur la pratique, sur la techno, sur le métier, etc. Si tu as un tech CSM qui vient t'organiser ta tech, d'accord, et tes gestes métiers, et tes data sécurisés, etc., qu'en dessous tu as ton data controller, qu'au-dessus tu as ton office manager, tu viens de recréer une conciergerie administrative et comptable qui est complètement
contemporaine, c'est-à-dire qui utilise le meilleur de la tech, le meilleur des compétences. Tu viens d'enlever à ton client qui il se débrouille parce que tu sais pas faire, mais il demanderait à arrêter de se débrouiller si on le faisait bien en fait. Mais là, Delphine, tu viens de... Voilà. Je vais te répondre ma réponse d'expert comptable. Oui, mais Delphine, et mon EBE à la fin, qu'est-ce que tu viens de me mettre 4 postes d'un coup, tu vois, où je vais monter CSM. Après, on ouvre la porte des jobs d'avenir et de l'Umi School avant d'aller sur la concentration. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, tu viens de me mettre 4 postes sur un truc que c'était une personne qui le faisait avant. Alors, je viens pas de remettre 4 postes, je viens finalement de redécouper une proposition de valeur, en fait. Et là, j'ai envie de dire, et c'est dommage parce que souvent, ils hésitent pas à facturer des choses un peu intangibles, et le nombre de forfaits digitaux, forfaits trucs machin que tu as sur les lettres de mission, il y en a des tonnes, et on hésite à avoir, par exemple, un pôle dédié, une entité spécialisée avec des ingénieurs tech, enfin, tu vois, avec des gens qui portent des compétences et qui vont savoir distribuer des solutions et à facturer ça. Mais il y en a qui le font. Alors, si tu décides, d'ailleurs, c'est des débats qu'on a chez nous, typiquement, on fait ça aussi chez Eurus, on dit, voilà, ça, vous le facturez pas, vous n'avez pas raison de ne pas le facturer. Alors oui, mais tu comprends, on gagne du temps, tout ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi la valeur que vous distribuez à vos clients tout au cours de votre chaîne de production, et de la valeur, vous pouvez en avoir tout le temps à tous les étages. Et ça, c'est un travail d'épicier à faire, de dire quel métier vient produire quelle valeur en interne, en externe, qu'est-ce qui est facturable. Voilà. Et après, il faut oser le facturer. Et là où les retours, tu vois, les Tech CSM, ça fait plus d'1 an et demi qu'on en forme et qui tournent, les entreprises qui facturent cette mission-là, les retours, c'est quoi? C'est les clients externes sont très contents, il n'y a pas de sujet, la facture elle est payée, est-ce qu'il y aura de la récurrence? Oui. Est-ce que c'est le métier qui fait que tu laisses pas toute cette valeur aux éditeurs? Eh ben oui, aussi. Ou sinon, tant pis, hein, tu passes ton chemin. Est-ce que les collaborateurs sont contents? Au début, ils sont un peu méfiants parce qu'ils disent c'est quoi ce truc? Après, ils disent super, on s'en passerait plus. Est-ce que demain c'est un métier qui fera une différence dans l'attractivité de nos boîtes, parce qu'on dira attends, vous avez des Tech CSM là qui préparent les dossiers bien propres et tout? Non, vous avez pas? Je viens pas chez vous, hein. Vous n'êtes pas organisé, quoi. Donc, est-ce que tu peux me dire ce qu'est un Tech CSM? Alors un parce Tech que là, CSM, depuis tout à l'heure, on y va et après... Oui, c'est celui qui vient régler tout ce qu'on se dit pas au début. Tu sais, c'est ça les relations. C'est tout le temps que tu prends pour installer une relation, et derrière ça va partir en cacahuète. Est-ce que donc c'est l'onboarder qui met la personne qui s'occupe de l'onboarding, qui maîtrise la tech et qui va se permettre de faire que quand ton nouveau client il est là, ou même ton client existant, pourquoi pas repasser dessus, hein, il vient s'assurer que tous les tuyaux sont bien branchés de telle sorte à ce que la production tourne bien. Exactement. Et que les débuts d'expérience client, parce que tu t'es intéressé à ton client, que tu as potentiellement mis des premières choses en place, fait que derrière tu as mis cette expérience. C'est ça le Tech CSM. C'est exactement ça. Okay, le Tech CSM, il s'appelle de plein de façons. On les a appelés des welcomers, sauf que le welcomer, c'était un peu la partie on-board administratif. Le Tech CSM, il a la vue sur le on-board administratif parce qu'il y a forcément de la data à collecter, etc. Et c'est lui qui va installer, proposer, paramétrer les systèmes les ERP de gestion, en fait. C'est le plombier de la data dans nos entreprises. C'est celui qui vient, souvent ça se passe comme ça, t'as l'expert comptable ou t'as le chargé de développement, mais c'est encore pas quand même courant. Mais c'est souvent l'expert comptable qui va dealer avec le client en disant voilà, votre activité c'est ça, voilà la mission. Je passe la balle comme au rugby à notre Tech CSM qui peut s'appeler responsable solution digitale, intégrateur, ingénieur, enfin tout ce que tu veux à la limite, tant que c'est un mot qui porte la valeur. Et derrière, lui, il fait sa propre lettre de mission, lui ou elle, parce que c'est 50% des filles, 50% des garçons. Et d'ailleurs, l'âge, ça va c'est pas des jeunes, c'est-à-dire c'est pas des jeunes, il faut qu'ils aient un petit peu d'expérience, donc c'est plutôt des 28, 60 ans, en fait. Donc, c'est pas des juniors. Je fais bien de le souligner, parce que quand tu vas parler avec important. Des entrepreneurs ou des dirigeants, si t'as pas un minimum de répondants et un minimum d'expérience, ton welcome, il va faire pchit, quoi. Clairement. Et donc, ces welcomers-là, on en a formé une 40aine déjà, on en aura formé le double l'année prochaine, et on voit bien l'impact que ça a dans nos entreprises. Et dans nos entreprises, je parle là pour le coup chez Eurus, et on a commencé à former ailleurs déjà, puisque l'Umi School, ça forme partout. Donc ce métier-là, si tu le formalises pas, si tu le modélises pas, si tu le valorises pas par une lettre de mission, tu vas continuer à te prendre des coups technologiques, à laisser une valeur dont le client a besoin, à la laisser partir ailleurs, par des intégrateurs ailleurs, par des éditeurs qui font le métier, mais ils font le métier
parce que nous ne le faisons pas. Et en fait, ces gens-là, c'est ceux qui préparent la meilleure vie d'après, en fait. Donc, voilà un nouveau métier. S'il n'est pas installé dans ta boîte aujourd'hui, je vois pas bien comment tu passes à la facture électronique. C'est pas possible. Tu es obligé d'avoir une communauté qui est hybride en termes de connaissances, de compta-gestion et des technologies. Et elles existent. Et comme ça fait déjà plus d'1 an et demi que ça tourne, on commence même à avoir des profils types. On sait d'où ils viennent. On a des profils de comportement. Sur les welcomers, ouais, tu veux exactement. dire okay. Et sur leur impact, et tu as dit tout à l'heure, et c'est très juste, leur impact sur les nouveaux clients, bah ça, il n'y a pas de mais, ça doit être systématique, et facturé, etc. Et sur les anciens clients, où là, c'est une démarche qualité, et là, c'est pareil, donc on a un de nos membres qui fait ça. Ils en ont 17 chez eux, et ils ont fait un 17 personnes, 17 Tech CSM 17 Tech CSM. Okay. Qu'ils appellent pas comme ça d'ailleurs, ouais. on a un petit débat sur le nommage, mais en tout cas ils ont fait un gros travail et donc on sait même aujourd'hui combien de temps ça te prend une mission d'un Tech CSM, c'est combien d'heures exactement, combien de productivité tu vas gagner après, et aussi quel est le ratio, parce que c'est ça qui m'intéresse moi, c'est de dire comment on recompose nos équipes demain. Dans ma boîte j'ai combien de Tech CSM pour combien de data controllers, pour combien d'office managers, et tu vois que là j'ai remplacé mes collabs comptables et enfin tu vois c'est quoi les ratios? Et là, quand tu me dis 17 Tech CSM, c'est 17 Tech CSM full-time ou plein temps? Très bonne question aussi. Dans cette boîte, le minimum, c'est 50%. Et aujourd'hui, on sait, et c'est une très bonne question aujourd'hui, s'il n'est pas à 50% sur ce job-là, c'est pas sérieux, t'arrêtes tout de suite. C'est-à-dire un Tech CSM 10%, 20%, c'est pas vrai. Celui-ci, c'est celui ou celle que tu vas appeler parce que c'est la bonne poire qui dit toujours oui pour faciliter un truc. Là, c'est gâcher quelqu'un. Le minimum, 50% de ton temps, et on commence à avoir de plus en plus des 100% de temps. Sinon, ils se font bouffer par la prod parce que ce sont des gens qui sont très habiles en prod en fait. Oui. Évidemment, c'est eux qui viennent faciliter, intégrer les fichiers de data. Donc voilà. Donc oui, on ira, je pense, vers des métiers 100%. Ça veut dire un investissement. Ouais, et ça veut dire que si tu mets pas de facturation en face, bah c'est un investissement qui est lourd, quoi. Mais en tout cas, dans la démarche qualité, voilà, ils sont 650. Voilà, 17 Tech CSM, 650. On sait aujourd'hui, on imagine qu'il te faudra un Tech CSM pour à peu près aujourd'hui 20 collabs. Et demain, ce sera probablement 7 data controllers et peut-être 5 ou 6 office managers. Et tu feras le même job, mieux, avec moins de gens, plus de tech. Et tu vois comment on va recomposer notre chaîne de production et en même temps notre offre de service. Tu parlais de LumiSchool. Ouais. On va ouvrir la porte LumiSchool, la page LumiSchool. Et en même temps, pour y rentrer, j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi les métiers de demain? Donc on a le Tech CSM qui vient d'être c'est une majeure, expliqué. Ça, c'est vraiment celui Sauf qu'il faut... si tu dis, moi je produis plus de la data. Voilà. Et donc, si tu produis plus de la donnée, bah, ok, tu t'occupes plus des systèmes d'information. Mais alors, si tu produis plus de données et que un jour, tu la rachètes. Tu fais, par exemple, tu récupères des fichiers, comme c'est le cas. T'as des entreprises qui font essentiellement de la révision, de la supervision. Ok, tu te prends comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu récupères, là, tes clients, ça va être les éditeurs. Tu vas récupérer de la data. Oui, et puis tu vas traiter. Une offre de ton client qui fait tout lui-même. Et voilà. Toi, c'est le fait de dire, on sépare les marchés, production et conseil. Bon, c'est pas notre vision. Nous, on pense qu'il y a vraiment une valeur à produire et il y a une valeur à poser un regard expert sur un système d'information de gestion. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, on a de quoi jouer avec l'IA, on a plein de quoi jouer. Enfin, il y a vraiment des choses hyper intéressantes à faire avec la facture électronique aussi. Donc, si on s'en occupe bien, ça devrait être vraiment sympa. Ça devrait être vraiment super. Donc, le Tech CSM, c'est celui qui arrive. Je prends la filière expertise comptable, mais tu peux décliner sur le social, sur le juridique, sur l'extra-financier. Hein, c'est exactement la même chose. C'est donc installer le système technologique et méthodologique qui va te permettre de coopérer avec ton client, de faire collaborer les systèmes. Et après, en dessous de la ligne de flottaison, tu as évidemment le data controller qui, lui, vient porter... un regard sur l'exhaustivité des flux, la conformité, un premier regard de cohérence. On souffre beaucoup, tu as dû en entendre parler, de qualité aujourd'hui. Il y a un vrai sujet sur la qualité. Je dis pas que les gens en général se posent pas de questions en fait. On est devenus robots avant les robots. Il va falloir qu'on remette de l'humanité, du sens critique, etc. Donc à nouveau, ça va passer par de la formation. Hein. Le fait de dire, ces gens-là vont poser un regard sur le fait de dire, est-ce que tout ce qui circule là, c'est cohérent? Est-ce que j'ai des alertes à donner? Voilà, des alertes
d'incohérence, des alertes de non-conformité, des alertes peut-être de gestion, tout simplement, de bonne gestion, trésor, un truc qui manque, enfin bon bref, des choses qui semblent évidentes et qui ne le sont souvent pas chez le client et que le client n'a pas le temps de faire en fait, qu'il n'a pas envie de faire. Et l'office manager, c'est l'ancienne secrétaire administrative et comptable, préparation des paiements, les fameuses notifications. On parle beaucoup de facture électronique comme un non-événement finalement. Quand tu vois aujourd'hui le push des éditeurs, enfin moi je travaille avec plusieurs éditeurs à titre perso ou tu vois dans plusieurs de nos structures, tu vois bien qu'ils disent facture électronique, pas un sujet, tu cliques là, c'est bon, on s'en occupe, ça te coûtera rien. Bon, ils ont juste oublié que l'année dernière, ils nous ont doublé le prix de l'abonnement. On l'a pas oublié, mais enfin bon, bref. Donc la facture électronique, évidemment que c'est payant, mais côté éditeur, c'est vu comme un non-événement. Là, t'as traité que la partie facture. T'as pas traité le e-reporting, t'as pas traité aussi ce que c'est cette nouvelle façon de produire de la donnée et de signaler les transactions économiques, etc., d'aller sur le fil de trésorerie. T'as pas du tout travaillé qu'est-ce que je peux faire pour mon client compte tenu de cette obligation qui m'invite finalement à donner des premiers niveaux de conseil. Tout bêtement. Et donc, on s'en occupe pas. L'office manager, c'est clairement quelqu'un qui va pouvoir faire ça. Il peut le faire. Parapheur électronique, préparation des paiements, prévision budgétaire, des trucs comme ça, tu vois, sur un premier niveau de gestion. Et c'est les deux jumeaux. Data controller, il aide de l'office manager à bosser, quoi. Évidemment, le client, il aura plus à faire à l'office manager, tu vois. Et d'un coup d'un seul, ces métiers-là, j'ai fait que le début. Derrière, t'as peut-être le superviseur fiscal, et puis au-dessus, t'as peut-être un business coach. Tu vois, t'es un peu sous la ligne de flottaison, la conformité, la fiscalité, certains choix particuliers, et au-dessus, plutôt la partie développement business, comment finalement nos métiers viennent servir le développement de l'activité et le développement pérenne de ces activités. Et c'est deux parties de nos métiers qui sont souvent portés par des gens différents. Ils n'ont pas les mêmes goûts, les mêmes appétences. Mais les deux vont ensemble et elles ont beaucoup de sens à travailler ensemble. Donc dans la chaîne de métiers, tu as une sorte de ligne d'eau, une qui sera peut-être plus visible par le client, en tout cas parce que ça sera plus lié à son activité. Tu vois souvent dans les podcasts, on dit on n'a pas assez la culture du business, la culture de la gestion au service du business. Donc là, on a cette opportunité incroyable de dire on va pouvoir maintenant avoir deux lignes avec une sorte de la ligne de flottaison, c'est finalement la vue du client, il se passe quoi ? Une qui va travailler plutôt sur le côté sécurité, data, contrôle, conformité, cybersécurité, tous ces sujets, fiscalité bien sûr, tout ce qui est très réglementaire dans le fond, et l'autre qui est plutôt sur la partie la gestion au service du business, du développement, la durabilité, mais vue comme une démarche d'innovation, et on va pouvoir jouer. On va pouvoir jouer avec ça. Ça demande de reprofiler les métiers, ça demande de bien choisir les partenaires technologiques avec lesquels on va travailler. D'ailleurs, à la prochaine convention, ils le savent pas encore, même si j'en ai parlé un petit peu, mais on va faire une sorte de battle où on va travailler justement sur demain, je travaille avec toi, 3 questions, passage à facture électronique, ça se passe comment, qui est engagé, qui prend les sous. Deuxième chose, l'IA, on en parle, mais si on se projette un peu plus loin, en quoi ça vient transformer mes métiers et mes offres de services. Troisième question, mon modèle d'affaires. Demain, mon compte de résultat, il ressemble à quoi ? D'un côté comme de l'autre, en termes de coûts, puis en termes de facturation aussi. Voilà. Et parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est la question, quoi. Parce que dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu viens de dire là, c'était passionnant. Je pense que t'as lâché. Faudra l'écouter. Alors faut l'écouter en 0,8 ce podcast. Cet épisode, faut l'écouter en 0,8 parce que t'as dit un nombre de choses qui sont impressionnantes. C'est de ce que j'ai essayé de comprendre, c'est même pas un back office, un front office, parce qu'en fait, t'as le côté réglementaire, assurantiel, sécurité, qui est quand même en relation avec le client. Bien sûr. Puis t'as le côté plus business coach, accompagnement, commerce aussi d'une certaine manière qui sera aussi. Donc ça veut dire que dans ton organisation de cabinet, tu vas plus avoir un seul interlocuteur comme c'est généralement le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as ton collaborateur qui va te demander je grossis le trait, évidemment, c'est pas que toujours comme ça, mais tu as ton collaborateur qui te demande la TVA, et puis tu as l'associé ou le chef de mission qui vient au moment de faire le bilan. C'est évidemment pas comme ça, mais j'aime bien grossir le trait. Mais ça veut dire, là, dans ce que tu viens de décrire dans ta nouvelle organisation, tu as vraiment beaucoup plus de touch points, de personnes qui vont interagir. Donc ton dossier sera non plus traité comme un dossier, mais vraiment comme une entité, comme un client où tout le monde va devoir connaître les intérêts, les objectifs du client pour les aligner, et donc totalement changer ton modèle d'affaires. Oui.
totalement changé ton T'as un modèle gros d'affaires. sujet sur le partage, sur la mise en cohérence et le partage de l'information client, et sur le qui fait quoi précisément. Cette notion de momentum, elle est hyper importante. Le fait de dire à quel moment le client il a besoin de savoir quoi ou d'être en interaction avec qui. Et après, mais ça passe par le parcours. Enfin, il y a un truc qu'on appelle le parcours client. Aujourd'hui, quand comme toi, je m'intéresse beaucoup à la tech, à l'IA depuis toujours. J'ai toujours aimé ça. T'as des parcours où tu te dis, oh, c'est bien fait, tu vois. Genre, t'as les assureurs, par exemple, je les aime pas particulièrement. Enfin voilà, quand t'as affaire à un assureur, c'est que t'as eu un pépin. Bon, mais quand tu observes le parcours client, comment ils ont mêlé le digital, comment ils ont mêlé ton iPhone là-dedans, l'humain, le point de contact humain, à quel moment c'est bien pensé et tout. Voilà, ce travail-là, il est à faire. Et finalement, Et après, dans quelle entité tu viens loger quelle proposition de valeur. Donc, quand je te disais tout à l'heure, tu as le marché de la conformité, dit un peu basiquement, et le marché du conseil. Et ce qui rassemble ça, c'est la précision de nos offres de services posées dans un parcours client. Eh ben, ça peut être hyper génial. Et même travailler dans une boîte comme ça donne envie. C'est-à-dire que pourquoi on travaille aussi sur l'école, sur les nouveaux métiers, sur les nouveaux parcours, c'est que on pense que tu as des super trucs à faire dans des entreprises d'expertise comptable qui auront pris le soin de retravailler la proposition de valeur correctement, de la facturer correctement. Et donc l'histoire, c'est plus de vendre. Je vais te faire une métaphore. C'est pas d'avoir un espèce d'entrepôt avec plein de produits sur étagère et on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, mais d'avoir vraiment un bel Ikea. Alors même chez Decathlon, ils ont repris le parcours. J'aime pas du tout ce qu'ils ont fait, mais en tout cas un parcours client qui est soigné, qui est chaîné, avec beaucoup de tech et des compétences très précises. Réapprendre à nos équipes à parler aux clients, à poser les bonnes questions, à venir les chercher de façon très précise. Et tout ça aura beaucoup de valeur si c'est cousu correctement. Et donc, industrialiser, oui, bien sûr, mais vraiment d'une façon extrêmement soignée, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et moi, en tant que client, j'attends ça. Je rêve de ça. Et oui, on rêve tous de ça. Mais c'est pas du tout le cas. T'as des cabinets qui ont poussé à ce point, parce que là, de ce que j'entends, c'est une vraie vision. C'est quasiment un rêve, même en tant qu'entrepreneur, d'avoir ça. Carrément. Tu vois, et c'est un truc qu'on essaie qu'on pousse aussi, même chez nos clients, chez Booster. Mais t'as des cabinets qui ont vraiment mis tout ça en place. Alors tout, non. Mais j'ai des bouts. Ouais, t'as des bouts, et après on est en train de. Il y en a qui ont bien fait le début du travail. Il y en a qui font bien. Tu vois, j'étais ce week-end avec une de nos expertes qui est une amie par ailleurs et qui aime beaucoup la tech, donc elle installe très bien les technologies. Et du coup, elle installe aussi une mission d'accompagnement. Elle double sa mission. Bien sûr. Et il y a zéro sujet en fait. Son seul sujet, c'est de dire c'est un sujet de management et d'organisation, et c'est un vrai sujet parce que si tu fais pas l'effort de former, non seulement de former les gens, mais après de suivre une fois qu'ils sont formés, que ça se passe bien comme tu as dit que ça se passait, et non pas chacun fait comme il veut ou comme il peut en fonction de qui il est, formé par Paulette qui est là depuis 50 ans et qui est peut-être pas la meilleure formatrice. Et j'adore Paulette, j'ai rien contre elle. Et d'ailleurs, peut-être que Paulette, elle est aussi une super formatrice parce que finalement, elle aime bien pas perdre son temps. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça est possible. Et j'ai des bouts de best case à plein d'endroits, que ce soit chez Eurus ou ailleurs. Et l'idée, c'est effectivement de l'avoir bien chaîné quelque part, ça me plairait bien, ouais. Tu penses que ça va arriver dans combien de temps, tu vois, un qui sera bien chaîné exactement? Je pense que les petits y arrivent avant les gros. Plus simple. C'est-à-dire qu'ils auront une offre de service plus épurée. C'est-à-dire quand t'es 20, quand t'es 40. Alors qu'est-ce que c'est qu'un petit? C'est aussi une question. Mais en tout cas, quand t'as une maîtrise de ta production, que t'auras fait des choix. Et d'ailleurs, on a plein d'éditeurs qui disent ça. Ils disent choisissez qui vous voulez, mais choisissez. Il y a rien de plus fatigant que quand on choisit pas. Et tu peux choisir 2 si tu veux. Ou je pense qu'on pourra pas en choisir 50 quand même, parce que les cultures et les logiques sont tellement différentes et vont tellement impacter à la fois ton offre de service, ton modèle d'affaires et tes métiers. Que tu pourras pas en choisir 50, ce sera tout lourd, quoi. Mais en tout cas, choisissez. Il y a un vrai sujet sur le choix. De retour au début, comment je fais pour choisir? Voilà. C'est une vraie question de dire comment je fais pour choisir.
Et il faut choisir. Et choisir, c'est renoncer. Choisir. Donc allez, go, Alors on y non, va, j'aime pas cette phrase-là de dire choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est choisir. Choisir, ça te fait avancer en fait. C'est-à-dire d'où tu penses que tu vas pouvoir faire tout le temps avec tout le monde. C'est impossible. Choisir, c'est avancer. Et t'as besoin de choisir. C'est vraiment encore une fois, notre président, il dit passer à l'action. Mais passer à l'action, c'est choisir. Un des sujets, par exemple, chez les Tech CSM, puisqu'on forme des communautés de Tech CSM, tu vois, puis qui vivent des vies différentes en fonction de l'entreprise dans laquelle ils évoluent. Et ben, le premier truc qu'ils nous demandent, ou la première question qu'on leur pose, c'est qui te manage, comment tu t'appelles, est-ce que tu as une lettre de mission client et est-ce que tu as une offre de service? Dit autrement, est-ce que ton pack de VRP de tech, il est posé? Est-ce que vous avez fait le choix des technologies, des packs, des combinatoires technologiques que vous proposez en fonction des types de clients ou pas? Et là, souvent, c'est pas clair. Tu vois? C'est pas si clair pour lui. Alors après, t'appelles parce qu'on fait ça. On a un lien avec ceux qui nous envoient les apprenants et on dit, on a un sujet là-dessus. Où en êtes-vous? Donc la première step, c'est tu peux pas avoir de vendeur ou d'installateur, de vendeur-installateur, Darty, si t'as pas le magasin Darty. Donc ton Darty à toi, c'est quoi? Ouais. Et qu'est-ce que t'as en rayon? Qu'est-ce que tu as en rayon? Et après, la bonne question, c'est pas... chez Eurus, on dit pas c'est ça qu'il faut faire. Mais on dit, avec lui, voilà la vie que tu vas vivre. Avec eux, voilà la vie que tu vas vivre. Et avec eux, voilà les questions qu'il serait bon de se poser. Voilà. Et après, faites votre choix, mesdames, messieurs. Lumischool, parce que t'as lâché le nom, mais juste en 2 mots, parce que je vois le temps qui passe, j'aimerais qu'on fasse Lumischool et qu'on parle un peu de la concentration des cabinets, l'état du marché et ta vision à 5 ans. Qu'est-ce que Lumischool? Donc on a, de ce que je comprends là, de ce que t'as dit un peu pour te faciliter la tâche, mais c'est la formation des métiers de demain. Oui, exactement. Lumischool, la naissance, elle est simple. Alors c'est une école qui est fondée par l'Alliance Russe et qui a dès le début vocation à être ouverte à l'entièreté de la profession parce que on avance tellement pas rapidement sur ces sujets de transition des métiers que. Alors l'histoire du début, je crois que la première fois où naît ce projet dans ma tête, en tout cas, c'est on est sur un labo RH. On fait travailler des dirigeants ou des DRH sur le parcours candidat. Tu vois, on est déjà sur ces notions d'attractivité, etc. Et à ce moment-là, un jour, on leur dit, écoutez, on patouille sur le sujet, là. Chacun vient avec un collaborateur. On veut des collabs, des chefs de mission, on veut tout type de collaborateurs. Et vous venez chacun avec votre pair. Et on va vous faire travailler par 2 groupes sur celui qui vit l'expérience candidat et sur celui qui l'a produit, celui qui la propose. D'accord? Tu vois, la démarche, on fait souvent des trucs comme ça chez nous. Et après, on vous met ensemble, battle. Ouais, ok. Et donc, on pose les mêmes questions. Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi vous restez? C'est quoi les critères? Blablabla. Enfin, on fait tout un truc un cheminement de diagnostic comme ça. Et après, on les met ensemble. Mon seul regret, c'est de pas l'avoir filmé, ce truc-là. Parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. On fait passer les dirigeants en premier. Les dirigeants, je vais te faire prendre un raccourci. Ils commencent par dire, critère numéro 1, la rémunération. Critère numéro 2, la formation. Critère numéro 3, on était bien avant le Covid, donc on était encore sur l'époque des tiers-lieux, avec les canapés, les trucs, les machins, on se fait des trucs un peu cool. Ambiance un peu cool, etc. Quoi. Ouais, ambiance start-up, exactement. Ça, c'était les 3 critères que les DRH pensaient être indispensables et premières sur le choix d'un candidat de venir travailler avec eux pour eux. Bon. On fait venir les autres. Les autres, ils nous disent, je me rappellerai toujours de ce monsieur, c'était un chef de mission, je crois. Donc, tu vois, manager de portefeuille, quoi. Il arrive et il dit, alors pour nous, ce qui est important, le métier. Et là, je me dis, oh putain, on a oublié le métier. On est en train de parler de l'expérience candidat, on oublie la majeure, le métier. Quand tu bosses dans la tech, on te dit, en 1, le produit, en 2, le produit, en 3, le produit. Nous, on a juste oublié le produit. On vend un produit qui est un métier. Et le gars, il vient nous dire, en 1, le métier. On veut faire un métier qui est intéressant, qui a du sens. On veut le faire de façon moderne, avec les bons outils et tout ça. Là, je me prends une claque dans la tête, aller-retour. En 2, le management. On veut être managé. On veut progresser. On veut être formé. On veut qu'il y ait des gens qui nous aident sur le management, etc. En 3, le projet de l'entreprise. Est-ce qu'on est dans une entreprise expertise, dans un cabinet? Il me dit, est-ce qu'on est dans un cabinet qui a un projet, qui a une vision d'avenir et qui opère ce futur? Tu vois un peu les 2 trucs, mais là je me prends une claque, je me dis le métier, nous oublions la majeure, c'est quoi nos métiers? Là c'est pareil, autoflagellation, on s'interrogera sur la psychanalyse de cette profession qui est un peu masochiste. La compta ça vaut rien, nos métiers sont...
hyper pas intéressant. Donc, tu vois, d'ailleurs, souvent quand je bosse avec nos dirigeants, je leur dis, mais est-ce que toi, t'envoies ton enfant chez toi? Est-ce que tu le fais rentrer chez toi? Et est-ce que t'es fier de le faire rentrer dans ta boîte? Est-ce qu'il est payé correctement? Est-ce qu'il est formé correctement? Est-ce que son métier, tu vois? Bah, pose-toi cette question, puis tu auras les réponses à toute ta question de pourquoi c'est compliqué ou pas de recruter, en fait. Voilà. Que ce soit sur des métiers actuels ou des métiers de demain. Voilà. Donc, l'origine de l'UmiSchool, je crois que c'est ce jour-là où je me dis, il y a un là, truc à faire sur les gars, j'ai pris une claque. Voilà. Le temps que ça chemine et puis que on travaille en laboratoire, à chaque fois en laboratoire, on travaillait sur les missions. On dit, bah, les nouvelles missions, il y a ça à faire, il y a ça à faire. En gros, quand on travaille sur les enjeux, sur les besoins entrepreneuriaux et tout ça, on a, au bout de notre compte de résultats, on voit ce qu'on pourrait faire. Et après, tu dis, mais qui va faire ça? Et la question du qui, t'as un gros point d'interrogation. On dit, on est déjà tout full, tous les gains de productivité sont réaffectés à la production. Malheureusement, il y a en tout cas pour les boîtes qui s'en occupent, le développement du chiffre d'affaires, il est là, le business, il est bon. Enfin, il y a tellement de besoins que voilà, le chiffre d'affaires, c'est pas un sujet. Ou si c'est un sujet, c'est que vraiment il y a des problèmes. Donc, en tout cas, chez nous, ça ne l'est pas. Donc, qui va faire ça? Et du coup, là, on s'est dit, OK, il faut créer quelque chose. Et de toute façon, on a un vrai sujet sur ce qu'on appelle le reskilling, en fait. C'est-à-dire, à la fois les gens de dedans qui ont besoin d'évoluer, mais de façon qu'on arrête de dire, OK, alors Polo, tu fais plus de compta, mais tu vas faire du conseil. Mais Polo, il te regarde, il te dit, mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Et nous, on a une autre chance aussi chez Eurus, c'est qu'on bosse avec les collabs. Tu vois, je t'ai parlé d'un côté, on a la convention prospective des dirigeants, on a le déclic, c'est un forum tech, on a quelques réunions, on a plein de groupes de travail partout, des labos, tout ça. Donc c'est très, très, et on a nos universités. Les universités, t'as 200 collabs et managers. On interdit aux dirigeants de venir. On dit, c'est pas pour vous, ça. Et avec eux, on travaille sur la vision. On dit, voilà, avec vos dirigeants, la vision qu'on travaille. Voilà ce qui est possible de faire, etc. On travaille sur les métiers et tout. Et en fait, quand on dit les gens veulent pas de changement, mais c'est pas vrai en fait. Juste, ils veulent comprendre, ce serait quoi le changement, comment eux ils s'inscrivent là-dedans. Et si tu dis bah t'es comptable, tu vas faire du conseil, encore une fois, ce sont des gens qui ont du bon sens. Il y a celui qui te dit bah moi j'aime pas ça, je fais ce métier-là parce que j'aime ça. Donc il faut aussi qu'on commence à dire. Et là-dessus, on a par contre des entreprises qui ont vraiment travaillé ce sujet-là et c'est hyper intéressant de dire, ça y est, la transition des offres, on y va, on appréhende les techs, on appréhende tout ça. Finalement, nos métiers, ils vont bouger comme ça. Et c'est un peu comme un jeu de loi, tu vois, tu dis aujourd'hui, je suis ça, demain, je peux devenir quoi. Et c'est ce jeu-là qu'il faut inventer dans les entreprises. Les patrons, ils doivent dire c'est quoi, à quoi on sert et c'est quoi les offres de services, nos propositions de valeur qui vont être transcrites dans nos offres de services. Pour faire ces offres de services, il nous faut une chaîne de production qui embarque des technos et des gens compétents et organisés. Pas juste compétents, organisés. Combien de fois on a embauché des data scientists, des trucs, des machins, tu les fais venir, ils ont même pas de boulot, ils savent pas quoi faire, on sait pas les manager. Donc il faut vraiment qu'on fasse cet effort-là. Et donc l'UmiSchool, ça vient faire ça. Ça vient dire, et tous nos parcours, ils sont construits comme ça. On dit, c'est quoi ce métier? Fiche de poste, on crée des outils pour les RH. C'est quoi ce métier? C'est quoi les profils pour ces métiers? Et plus on avance dans nos parcours, et plus on a de profils, donc on a une banque de profils qui va aider le recrutement, que ce soit du recrutement interne ou du recrutement externe. Après, t'as la fiche métier, bah du coup, t'es pas loin d'avoir ta fiche mission. Côté client, fiche mission en interne, est-ce que ça crée de la valeur facturable? Oui, non. Enfin, tu vois, tout le côté marketing de l'offre. Est-ce que c'est une offre interne, externe, hybride? Et après, tu as évidemment toute la pratique. Ce métier-là, c'est quoi la pratique? C'est quoi les méthodos, les techniques, les outils, l'environnement technologique, le design comportemental qui va avec avec ce nouveau métier? Et finalement, après, quand on les rend, on dit, bon, on vous laisse pas comme ça parce que vous allez rentrer chez vous et vous allez vivre des vies très différentes. Donc, on va continuer à se voir pour pouvoir vous aider. Et effectivement, si je suis tech CSM chez Underline ou tech CSM chez Orcom ou tech CSM chez Wilson Audit dans le Sud, qui sont des entreprises très différentes en taille, en culture, en tout, je vis pas la même vie. Et il y a des trucs qui sont intéressants de partager et il y a des choses où on va voir que c'est bloquant. Et du coup, on cause avec les sponsors RH en disant, on partage finalement les bonnes pratiques de tout le monde, on partage des outils, on partage des patterns, on partage plein de trucs, des prix, voilà. Et en même temps, on sait vous dire à chacun pourquoi chez vous ça avance pas à ce niveau-là. Et après, on pose simplement la question, avez-vous envie que ce soit une BU qui génère du chiffre d'affaires et de la valeur? Oui, alors voilà comment il faut faire. Non, c'est dommage.
on va quand même revenir dessus. En tout cas, mais je vois ce que tu veux dire. C'est quoi, c'est des parcours donc t'as différents postes. En gros, si je résume, t'as différents postes et c'est des parcours de formation qui durent plus ou moins longtemps en fonction des postes. Alors exactement, ça dure plus ou moins longtemps. Je pense qu'on aura 2 types de formats. Pour l'instant, on en a travaillé un. On a travaillé un format qui est assez court. Mais court mais long. C'est-à-dire que le format, c'est un kick-off de promo, très important l'esprit promo. Le e-learning est le centre de ressources en backup, mais c'est vraiment un alignement des connaissances, de prise de contexte et tout ça. C'est pas les 90 heures durabilité CNCC. On met pas l'effort là-dessus parce que c'est pas la pédagogie en laquelle on croit. C'est des bootcamps qui sont hyper intensifs où on recontextualise pourquoi vous êtes là, pour qui vous allez bosser, c'est quoi le métier, etc. Puis après voilà la pratique, beaucoup d'entraînement et vous allez rentrer chez vous, les clés de succès. Enfin voilà, c'est des bootcamps, ils ressortent, ils sont rincés. Et ensuite, c'est des live coaching. C'est très important. On les met en club métier. Et ensuite, on continue à travailler. Allez, on se voit 6 semaines, 8 semaines après. Ok, t'es parti, t'as dit que t'allais faire ça. Parce qu'avant de partir, évidemment, on leur dit, c'est quoi tes next steps, tu vois. Bien sûr. Donc ça passe en mode projet et on va partager sur les projets. Tout ça fait qu'on enrichit une base de connaissances énorme et des communautés métiers qui font qu'à un moment donné, le métier va devenir standard, tu vois. C'est ça qu'on veut. Pourquoi pas un jour créer un titre RNCP. Donc il y a des formations. Donc il y en a TechCSM, ça roule. Le recrutement, ça roule. Le recrutement et l'attractivité, ça, c'est quelque chose qui est donc quelqu'un qui s'occupe dans le cabinet de recruter. Le recrutement, c'est un parcours qu'on fait travailler par équipe. Sont appelés à la barre les chargés de recrutement, le manager et le RH ou le DRH, l'associé, le dirigeant. C'est-à-dire que si on forme que les chargés de recrutement, ça marche pas. C'est un travail d'équipe, le recrutement. Donc on a un parcours spécifique où on les fait travailler, ce qu'ils doivent travailler ensemble pour avoir le même niveau de connaissance et de conscience de qu'est-ce que ça veut dire recruter et attirer au 21e siècle. Et ensuite, on divise. Et c'est pareil, tu as des ateliers et puis après, tu as du life coaching, l'accès à un centre de ressources, pour que chacun comprenne quel est son rôle dans le recrutement et que ce soit pas juste de dire on n'arrive pas à recruter parce que le chargé de recrutement. Non, on sait que le recrutement c'est comme la vente, c'est un sujet d'équipe. Donc ces 2 parcours y tournent. Et aujourd'hui j'ai par exemple une question. On a le data controller et l'office manager. La fiche de poste elle est validée et par contre on se pose la question là de dire si c'est un parcours qui va être aller chercher aussi des financements, un parcours plutôt version 3 mois alternance, de type alternance, toujours avec la même communauté métier. Ça on garde la promo et les live coaching en communauté métier, ça fonctionne et on a besoin de ça pour pouvoir progresser, avancer. Mais il est probable qu'on aille chercher des financements là-dessus et aussi un recrutement à l'extérieur. Donc il y a des métiers, data controller, on sait que c'est peut-être des métiers qui vont évoluer, mais typiquement office manager, j'ai pas ce qu'il faut en stock. Donc on va aller chercher. Le data analyst, on va aller le chercher à l'extérieur aussi. Donc chaque parcours, on se pose la question de c'est quoi le meilleur format. Est-ce que je peux le former sur un bootcamp? Parce qu'en 50 heures, en 40 heures, il est formé un peu comme une formation du wagon. Parce qu'il a déjà une stack de connaissances et que finalement, on va travailler sur le design, on va muscler des choses, on va repréciser, on va redesigner quelque chose. Ou bien est-ce que c'est plus costaud et qu'il nous faut plus quelque chose, toujours en gardant la pédagogie de on vient poser des protocoles, proposer un écosystème technologique et technique, travailler en communauté de pairs, travailler sur le temps long. Tu vois, un parcours, c'est 1 année finalement. Voilà. Alors à la fin du bootcamp, tu es certifié, mais au bout d'1 année, on peut dire que tu as fait déjà un tour avec ta communauté de copains et tu as pu installer ta pratique dans ta boîte. Et donc là, les prochains parcours, on va les travailler aussi avec parce qu'il y a la partie financement qu'il faut aborder. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent autour de l'innovation des métiers. Donc on travaille avec des gens sur ce sujet-là. Donc tu vois, les nouveaux métiers, on les connaît, il y en a plein, quoi. Par contre, si tu les poses pas dans l'ordre, je pense qu'on fait n'importe quoi. C'est-à-dire. Tu veux dire dans l'ordre de les former, de les mettre en place. Si tu veux garder de la production, produire de la data. Si t'as pas ton équipe de producteurs, d'analystes et de concierges, ça va être la galère, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de courir. Donc, tu viens poser un data scientist ou un data analyst ou un machin, mais si derrière t'as pas revu ta chaîne de production, que ta renta elle est pas là, que tes lettres de mission client et ta valeur client elle est pas posée ni facturée. Enfin, comment tu vas faire la révolution de ton modèle d'affaires? Tu n'y arriveras pas, en fait. Il faut revenir à la base. Il faut revenir à la base, exactement. Et c'est là où. Et la facture électronique vient nous inviter à ça, parce qu'encore une fois, c'est le bon moment. Quand je dis OK, la facture électronique, qui s'en occupe? Oh, les collabs, ils vont vendre quoi?
Et les collabs, à quel moment vous allez... Enfin, je veux dire, c'est pas du tout traité comme il faut aujourd'hui de mon point de vue. Ça devrait être traité en mode projet. Voilà, on sait exactement. Tu peux même commencer avant même d'avoir choisi avec qui tu vas bosser. Enfin, tu vois, on a tout pour faire aujourd'hui. Le Tech CSM, il est pile le chef de projet sur la campagne de transition facture électronique et consoeurs qu'il faudra pas appeler facture électronique de mon point de vue. Donc, mais si tu fais pas ça, le reste, c'est du pipeau. Ou alors... tu dis, mais non, nous n'allons faire que les tâches nobles, le conseil. Ok, bah alors c'est un autre métier quand même. C'est autre chose. C'est un autre métier complètement. Ouais. Le temps file. Je sais que j'aurai pas le temps de tout voir dans cet épisode. Je veux juste 2 secondes sur la concentration du métier, la financiarisation. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu vois venir sur les prochaines années? Sachant que t'es en plein dedans, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les cabinets membres de l'Alliance sont en plein dans la taille, qui discutent entre eux, ou qui d'autres le discutent, ou comment tu vois les choses arriver? C'est quoi ton feeling sur ça? Alors, le mouvement de concentration, de toute façon, il est parti, et puis je vois pas avec les enjeux, l'accès aux sous. Il est trop important aujourd'hui. Alors t'entends tout, oh non, l'IA ça coûte finalement pas si cher, ça coûte cher. Enfin bon, de toute façon, t'as qu'à regarder quand même l'inflation des coûts. On a besoin d'argent pour travailler sur ces industries. Donc ça c'est une certitude. Pour financer la transition, pour financer les coûts, pour revoir les modèles, t'as besoin de sous. Après, est-ce qu'il y aura plus que des gros ? Est-ce qu'il y a la place pour autre chose qu'un très gros? En sachant que gros, c'est pas la panacée de rien. Souvent, les gros, ils ont cette idée de dire que t'es gros, t'as des moyens, du coup, et donc t'as résolu tes problèmes. Bah, moi, s'il suffisait de me donner beaucoup d'argent pour résoudre un problème, je serais une menteuse, en fait. Ça marche pas comme ça. Donc, est-ce qu'on a besoin de sous? Oui. On a surtout besoin de clarifier la gouvernance, et l'enjeu pour moi de la financiarisation de nos entreprises ou même des éditeurs, c'est quand même de clarifier la gouvernance, c'est-à-dire c'est quoi la direction de cette boîte, vers où on veut aller, c'est quoi notre raison d'être et notre intention. Et après, on s'appaire avec qui on veut. Si tu dis, moi, dans 7 ans, je veux faire une exit, ou dans 5 ans... Mais en fait, il faut juste se dire la vérité et savoir avec qui on voyage. Donc ça, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la gouvernance pour dire, c'est pas que le financement, c'est pour dire le projet avec toi et toi, dont toi, t'es banquier ou fonds, c'est quoi le projet? Et le projet, ça peut pas être juste... on va gagner de plus en plus de... Enfin, si c'est ça le projet, je vois pas trop. Ça va être dur de motiver les équipes pour leur donner du sens. Ouais, ça va pas être dur, surtout que c'est quand même des super métiers. Je veux dire, c'est des métiers qui ont tellement de choses à faire pour accompagner juste l'ensemble de l'économie, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue, voire même plus, quoi. Donc, y a des... Enfin, j'ai plus d'ambition, moi, pour ces métiers que le simple fait de dire on est des boîtes qui crachons plein de pognon parce qu'on a un modèle d'abonnement, quoi. Donc, il y a un premier enjeu quand même, et ça va aussi driver le choix des investisseurs, avec qui je m'appaire au niveau de ma gouvernance, pour quel projet. Voilà. Et c'est quoi la séquence, quoi? C'est une séquence de 5, 7... voilà. Parce que ce projet-là, je vais devoir le vendre, comme tu dis, sûrement à mes clients, et puis aussi aux gens que je vais embarquer avec moi. Et ça, c'est un sujet. Parce que la démographie, évidemment, n'est pas en notre faveur, que la façon dont nous éduquons nos enfants n'est probablement pas en notre faveur non plus. et donc, le miracle n'arrivera pas, la machine remplacera pas tout le monde. Donc, de toute façon, souvent, j'entends nos dirigeants, ils disent non, mais il faut refaire l'éducation des jeunes. Peut-être, mais de toute façon, si tu le fais pas, quoi? Si tu le fais pas, quoi. Et donc, t'as les gros modèles où t'as vraiment un sujet sur, c'est quoi le projet, et bien clarifier le projet, arrêter de nous bullshiter sur ce qui va se passer demain. Il y a tellement d'écart entre les vitrines et ce qui se passe dedans. C'est un vrai sujet, ça. Enfin, voilà, arrêtez d'être incohérent, quoi. Voilà. Encore une fois, ce qui te rend cohérent, c'est dire, ok, tes enfants, tu les fais bosser, t'es content ou pas? Moi, je pense qu'il y a de la place encore pour des acteurs, des petits très spécialisés. Oui. Voilà, un petit spécialisé, niché, et un moyen organisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais même pas comment tu fais quand t'adhères pas à un groupement, à un réseau. Enfin, tu vois, je discute avec des copains, ils ont des génétiques très différentes, donc c'est pas très compliqué de choisir. Quand on veut rentrer chez Eurus, tu vois, je sais tout de suite si ça va bien chez nous ou pas. Si ça va pas, je dis non, vous êtes trompé de porte,
c'est là qu'il faut aller. Et puis si ça va bien chez nous, alors le problème ce que j'ai, c'est que souvent les gens qui vont bien chez nous, c'est déjà des gens qui vont très bien tout seuls et du coup ils savent pas qu'ils auraient intérêt à nous rejoindre, tu vois. Donc il faut que j'aille faire un peu ma vendeuse de base, ce qui prend quand même pas mal de temps. Mais tu peux pas rester tout seul aujourd'hui, ça c'est une certitude. Tu peux pas. Donc faut bosser avec des gens comme toi, faut bosser. Mais je veux dire, il faut bosser sur. Il y a tellement de sujets aujourd'hui que il faut s'allier en fait. S'allier et choisir. Soit une niche, et donc tu reviens quand même à l'équipe de direction de dire c'est quoi notre projet. Ne faisons pas tout, mais qu'est-ce qu'on fait et comment tu fais pour choisir. Et ben là tu reviens, et ça revient un peu au développement personnel qui est un de mes univers, en tout cas que j'ai travaillé pendant longtemps, et des questions que je me suis posées et que j'invite nos dirigeants à se poser. C'est à quel moment vous kiffez votre métier, quoi. Qu'est-ce que vous aimez kiffer dans votre métier? Et quand tu interroges et quelqu'un qui est vraiment qui sort, quand tu lui poses les justes questions, disant mais pourquoi t'as fait ce métier et qu'est-ce que tu aimes encore dans ce métier? Parce que si ça c'est pas clair, eh ben ce sera pas clair pour tes copains avec qui tu bosses, avec qui tu prends des décisions. Ce sera pas clair pour les gens que tu manages. Ce sera pas clair pour tes clients. Ça va être un vrai bazar. Arrêtez de se mentir. C'est plus une époque où on peut se mentir, ni à soi-même, ni aux autres. Et d'ailleurs, on n'a plus intérêt à se mentir. Regarde ce qui se passe au niveau géopolitique. C'est tout ça qui est en train de se faire. T'aimes ou t'aimes pas, c'est même plus le sujet. Le sujet, c'est qu'on dit clairement les choses. On dit ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire. Et après, chacun observe la cohérence du truc. Tu vois? Et donc, c'est ça qu'il faut clarifier aujourd'hui. C'est cette période incroyable. Moi, je crois qu'il y a de la place pour plein de modèles, justement parce qu'on a des accès à la tech, justement parce qu'on a des groupements qui nous aident à travailler ces sujets-là. Souvent, on dit que Eurus, c'est le énième associé. Tu vois, on a notre cabinet de Toulouse, il dit, ils sont 5, il dit, Eurus, c'est notre 6e associé. J'aime bien cette métaphore, elle est intéressante. Un peu celui qui veille, celui qui vient être pénible. Tu vois, on est pénible des fois, on leur dit, mais ça, faut le faire, ça, vous y êtes. Ouais. Ouais, c'est ça qui est tu bien. Viens piquer. Et tu sors du quotidien en vrai. On sort du quotidien, bien sûr. Mais dans un devoir de réalisme. C'est d'ailleurs, je refais la métaphore en management ou avec les enfants, mais parce qu'on a connu beaucoup de dérives là-dedans, c'est-à-dire le chouchoutage à l'extrême entre pas considérer les gens et les considérer personnellement, toi dans ton être, etc. Mais à un moment donné, on n'a pas le temps de ça. Et on doit à nos collaborateurs d'être exigeants, d'être très exigeants. Et la bienveillance, c'est de l'exigence, en fait. Évidemment, je dois te respecter, etc. Mais je suis aussi là pour t'apprendre à travailler. Et t'apprendre à travailler, comme disait le monsieur qui nous a dit, le métier, en ayant fait le travail de revoir ce métier-là. Voilà. Et de t'enseigner qu'est-ce que c'est ce métier-là. Et entre le moment où tu rentres chez moi, où tu sors de chez moi, tu seras plus le même. Et on aura fait un voyage extraordinaire ensemble. Et ça, c'est ce qu'on doit à nos équipes, quoi. C'est la promesse que tu dois faire. Tu vois, la promesse, tu fais, OK, le salaire, le truc, le machin, mais avec qui tu vas bosser? Comment tu vas bosser? Est-ce que tu vas apprendre des trucs? Est-ce qu'on aura changé quelque chose dans le monde? Peut-être. Ouais, carrément. Bon, bah, OK, là, tu vas faire venir des gens. Mais ça veut dire qu'il faut avoir bossé sur ta proposition, métier, offre de service, chaîne de production. Donc, il faut réfléchir à sa stratégie, où tu veux aller, et se reposer la question du pourquoi. Et mettre les mains dedans. Et mettre les mains dedans. Ouais. Mettre en cohérence ce que tu dis et ce que tu fais, quoi. Parce que je pense aussi, tu vois, j'ai mes deux grandes, là, qui ont 28 et 26 ans, c'est sûr que c'est insoutenable aujourd'hui de ne pas avoir une cohérence entre la promesse et la réalité de ce que tu vis à l'intérieur. Tu peux avoir un petit écart parce que en tant que patron, tu es bien obligé de rêver pour te projeter, etc. OK, mais quand même, faut pas que tu aies des trop grands écarts. Et tu as souvent des grands écarts, en fait. Alors qu'on a tout. En vrai, on a tout aujourd'hui, tout. Toutes les planètes sont alignées pour faire notre transition des offres, notre transition des métiers, et que, y compris les dirigeants qui sont un peu fatigués quand même, parce que souvent ils bossent beaucoup, ils clarifient pas certaines choses, ils s'automentent. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de pièges aussi. Encore une fois, je reviens sur la compta qui vaut plus rien, le truc, nos métiers qui valent rien. Voilà. À un moment donné, si t'aimes pas ton métier et si t'aimes pas les métiers du futur, comment tu vas embarquer quelqu'un? Il va falloir quand même me vendre quelque chose. Ouais. Donc il y a plein de gens qui se posent la question de changer. Mais à mon avis, ils se posent pas la bonne question tout de suite, qui est de dire pourquoi j'ai fait ce métier, qu'est-ce que j'aime dans ce métier. Et c'est rare que j'entende j'aime servir l'État. J'entends souvent j'aime le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous rapproche. Hein. Moi, j'ai choisi d'accompagner des experts comptables et des entreprises expertise parce que j'aime avant tout le monde de l'entreprise, que je crois que c'est une terre fertile. C'est encore une terre de création, de transformation, où les gens peuvent évoluer ensemble dans des bonnes conditions.
peuvent apprendre ensemble, peuvent tout en bossant. Enfin, je veux dire, encore une fois, les équipes, elles ont pas peur du changement, non, elles ont pas peur de beaucoup travailler. Si le travail il sert à quelque chose, s'il a été revisité, si le management est respectueux, si on les fait progresser, etc. Enfin, si tu sais où tu vas et comment tu vas et avec qui, quoi, et ben ouais, tu pars à la guerre, ou tu pars en tout cas à la construction. J'aime pas trop la métaphore de la guerre, mais bien sûr qu'on a tout pour y aller. On va de l'avant. Delphine, le temps a filé. Je te demande juste, après je te dirai tous les thèmes que je vais garder et tu reviendras. Voilà, je te le dis direct. Tu seras là dans un prochain épisode. Je voulais qu'on parle de management, je voulais qu'on parle de transfert. Enfin, il y a plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Mais sur la fin, est-ce que tu aurais une ressource? Alors, je sais qu'il y a tes livres, mais est-ce que tu aurais une ressource à nous partager pour qu'on puisse creuser un peu plus potentiellement les différentes thématiques, soit les thématiques sur lesquelles tu vois tu bosses avec Eurus, qui t'inspirent pour le prochain, alors c'est pas séminaire, pardon, pour ta prochaine convention. Ouais. Tu vois, c'est quoi un peu ce que nous aussi on pourrait aller creuser et étudier ou lire? Tu parles de bouquins ou de choses à écouter? Ouais, moi j'aime beaucoup les bouquins ça. Et beaucoup au podcast, ouais. Mais après, ce que tu veux, ou vidéo YouTube. En fait, sur les bouquins, il y a quand même, t'as deux sujets d'études quand t'es patron. T'as quand même un fil sur ce qu'on appelle l'évolution personnelle. Encore une fois, tu peux pas savoir qui tu es, ce que tu veux, si tu bosses pas un petit peu. Et donc le sujet là, c'est d'avoir, alors après des lectures sur le développement personnel, t'en as plein, mais l'idée c'est quand même on va aller vers quand même une conscience un peu élargie. Voilà. Donc qu'est-ce qui fait que tu vas t'autoriser en pleine conscience à te dire de quoi j'ai envie vraiment, quoi. Voilà, et oser y aller. Donc je dis souvent, c'est une phrase que je répétais beaucoup quand je travaillais sur cet univers du développement personnel, il n'y a pas de leadership sans self-leadership. C'est-à-dire, je ne vais pas te suivre, toi, qui es mon leader, si je ne considère pas que tu sais te manager toi-même. Donc c'est très important, je trouve, aujourd'hui que les dirigeants, les managers, ils sachent qui ils sont et où ils vont. Donc là, bon, des trucs, il y en a beaucoup, hein, des bouquins à lire. Le Pink, par exemple, hein, sur les motivations, hein, la vérité sur ce qui nous motive vraiment. Sur le côté émotionnel, l'intelligence émotionnelle de Goleman, c'est un must. Voilà, comprendre un peu comment ça marche, les neurosciences et tout ça, sans tomber dans le tout émotionnel qui est un drame dans ce moment. C'est-à-dire qu'on est tellement tombé là-dedans qu'on n'a plus du tout aucun recul sur rien, on mélange un peu tout. L'organisation aussi, un des bouquins qui avait été fondateur, qu'on avait offert à nos dirigeants, je te parle de ça il y a 12 ans, hein, c'était la semaine de 4 heures, on commençait à parler, Timothy Ferriss, enfin, en tout cas s'interroger sur nos pratiques pour les rendre plus simples, plus fluides, etc. Ma méthode à moi, c'est la méthode des 4 temps que tu retrouves dans mes bouquins, dans mes podcasts, dans mes conférences. C'est toujours être très clair sur ces 4 étapes, de dire c'est quoi mon intention, mon pourquoi, hein, c'est pourquoi je fais ça, nourrir cette intention justement en te connectant à ce qui te plaît, etc. Et puis après, passer en mode projet, te fixer des objectifs, c'est le 2e temps, c'est dire ok, de l'intention à l'action, j'y vais, je me mets en mode projet, je me prépare. Toi qui prépares un marathon, c'est ça, c'est quoi mon plan, mon objectif, c'est là que tu fixes ton objectif. À la fin, j'ai envie de quoi. Puis après, le 3e temps, c'est tu passes en mode réalisation. Bah là, tu vas vivre ta course, mon gars. Hein, tu vas voir, il va se passer plein de trucs et à la fin, tu relèveras les compteurs et tu diras mon résultat net, c'est ça. Ce sera peut-être 3 heures, 3 heures et demie ou je sais pas. Et puis ton résultat pas net, ce sera de dire qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat et comment je peux faire. Et donc, c'est le 4e temps, c'est la recette, c'est l'apprentissage, c'est ton bilan, c'est ton bilan 360. Et on oublie souvent le 1er temps et le 4e temps, c'est-à-dire de poser clairement l'intention, de dire mais pourquoi je fais ça? Parce que je peux te dire quand tu vas être au 30 ou au 30e ou au 35e, tu vas te dire mais putain, mais pourquoi je fais ça? Et là, il faut que ton intention soit forte et claire, que ton pourquoi soit bien clair, parce que c'est celui qui va t'aider à terminer. Et puis ton bilan, c'est celui qui va t'aider à progresser en fait. Le fait de dire voilà, j'ai voulu faire ça, j'ai voulu au sens mes tripes, mon cœur m'a dit je vais faire ça, j'ai osé le faire, je l'ai fait et maintenant so what. Tu vois, c'est le triptyque du why, how, what, et à la fin je dis Simon Sinek, il a oublié le so what. Et quand tu rajoutes le so what, hop, tu fais ta boucle d'évolution. Voilà. Donc
Très important de clarifier aujourd'hui, un peu en mode accéléré, qui on est, de quoi on a envie. Je vois beaucoup de patrons qui s'interrogent de plus en plus tôt sur leur futur. Je vends à quel âge? 45 ans. Enfin, tu vois, là où avant, tu te disais, allez, 60, machin. Aujourd'hui, tu as ces questions qui émergent très vite, très tôt, trop tôt de mon point de vue, parce que tu t'es pas posé la question avant. Et puis après, se pluguer sur vos sujets d'intérêt. Hein. Moi, j'ai tout un fil de gens que je suis, j'écoute plus que je ne lis aujourd'hui sur effectivement l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui vient s'imbriquer dans les autres technologies, peut-être pour en comprendre à la fois quelque chose au niveau haut, géopolitique, stratégique, etc., sur lequel on n'a quand même pas beaucoup la main, pour se familiariser à de quoi on parle véritablement, pas laisser passer le train et là c'est la fréquence, hein, c'est rencontrer des gens, pratiquer par la pratique, et puis ensuite tu vas passer en mode projet pour dire on va poser quelques projets pour voir comment on peut déjà intégrer ça dans nos pratiques, dans nos métiers, etc., et pas rester juste un spectateur ou un éthicien, être vraiment dans la pratique de ça. Donc là, se créer son propre réseau de gens dont on pense qu'ils parlent sérieusement de ça. Et là-dessus, je finirai peut-être là-dessus, et c'est un parti pris chez Lumischool. On écoute beaucoup plus les gens qui font que les gens qui causent. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mes enfants, quand vous fréquentez des gens, regardez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, comment ils le font, regardez les gens qu'ils ont autour d'eux, est-ce que ça vous fait envie, est-ce que ça vous semble cohérent, c'est par là qu'il faut aller. Et sinon, le blabla, il y en a beaucoup trop en fait. Ouais. Voilà, c'est le mot de la fin. Je te laisse sur ça. Delphine, où est-ce qu'on peut te contacter ? On me contacte sur LinkedIn, essentiellement, sur LinkedIn en description, et puis sur Lumischool, puisqu'on va ouvrir le club stratégie RH, pour agrandir vraiment le spectre et vraiment travailler sur cette notion de souveraineté des compétences, etc. Donc on va ouvrir un club stratégie RH, donc suivre le fil Lumischool où il y aura stratégie RH, et sur Instagram on travaille sur Lumischool sur le marketing des métiers. Tu vois, commencer à travailler pour nos jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, nos futurs recrues mais ces métiers ils sont super, je les connaissais pas. On va travailler comme ça. On a commencé à travailler sur le marketing des métiers pour bosser sur l'attractivité. L'UMI, c'est un dispositif de reskill et d'attractivité des métiers à venir dans nos entreprises. Magnifique. Pour ceux qui ont envie. On met ça en description. En tout cas, comme ça, on pourra aller voir. Merci. Et même moi, je vais aller voir parce que tu vois, je le suivais pas sur Instagram. Ouais. Donc je vais aller checker tout ça. Ça marche. Le management, comment tu gères ton temps. Il y a plein de sujets encore que j'ai envie de voir avec toi, et ça fera du coup l'objet d'un prochain épisode. Voilà, tu seras invité. Même, je veux savoir ce qui sera sorti de cette convention cette année, parce qu'il y a tellement de sujets. Suivre l'Alliance russe. Viens. Avec plaisir. Allez, rendez-vous pris. On raccroche le micro et puis on s'organise. Mais en tout cas, merci beaucoup Delphine. C'était un vrai plaisir. Merci pour ton travail. Je pense que l'épisode est à réécouter en 08 parce que tu parles vite et que tu as dit un nombre de trucs qui sont ultra valorisants. Tu vois, c'est typiquement le même sujet que j'avais eu avec Stéphane quand on a fini l'épisode, où je me suis dit waouh, il y a tellement de choses qui partent dans tous les sens. Là, ça montre bien combien c'est important de repartir à la base et de reconstruire en fait le cabinet pour rechanger le modèle cabinet entreprise, parce que tu as utilisé les deux mots et c'est très vrai. Entreprise de service, ouais. Je me suis régalé. Merci beaucoup Delphine. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et si vous êtes toujours là, merci beaucoup d'être resté avec nous. C'était un plaisir de faire cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao. Salut.